Cette saison d'Into the Wind est présentée par Paprec, notre fidèle partenaire depuis 2022. Une saison particulière pour le premier acteur du recyclage en France, puisqu'elle se déroule sous le signe du Vendée Globe, auquel participe Johan Richaume à la barre de Paprec Arkea. La saga continue, puisque c'est la 5e fois que Paprec engage un bateau sur le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Pour cette édition, l'entreprise s'est particulièrement impliquée dans le projet en devenant copropriétaire de l'écurie et en finançant un bateau neuf. Si Johan fait figure de favori, c'est à cause de son talent, bien sûr, mais c'est aussi grâce à l'équipe qui l'entoure, un collectif qui permet au team Paprec Arkea d'être capable d'innovation et d'excellence, autant de valeurs qui comptent chez Paprec. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour. Eh ben, merci beaucoup de nous recevoir à la Trinité-sur-Mer, dans ta maison. Super petite maison, j'ai eu le droit à une visite guidée. On est sur une terrasse en bois. Maison, ouais. Voilà. La dernière fois, j'avais pas encore ma maison. Exactement, tout à fait. Donc, on est à la Trinité-sur-Mer, une maison avec une vue sur la campagne assez incroyable. Bah, merci beaucoup de nous recevoir pour cet épisode qui est, qui va être exceptionnel parce que, pour ceux qui n'étaient pas là au tout premier épisode, tu as été le premier invité du premier épisode d'Into the Wind. Donc, c'était en octobre 2018. Et donc, je l'avais déjà expliqué une fois, on refait certains épisodes pour compléter, puisque toi, entre octobre 2018 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Tu avais déjà une longue carrière, mais là, elle s'est encore rallongée il y a un peu moins de 6 années, mais qui ont été très denses. Je donne juste quelques éléments de contexte. Quand on s'est quitté à la fin de ce premier épisode, alors qu'il était très court, ça fait très drôle de réécouter le premier épisode. On va vous le mettre en lien dans le... Que tu t'avais trouvé trop long d'ailleurs. Que j'avais dit, voilà, on a dépassé largement, ça va pas intéresser les gens. Voilà. Je vois que certains ont largement abusé plus que moi. Exactement. Certains, et nous ne donnerons pas de nom, certains ont largement fait exploser le format, et même le ton, l'ambiance, elle est beaucoup plus institutionnelle en fait. Tu vois, tu t'aurais jamais fait ce genre de remarque par exemple. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir participé à ce premier épisode d'octobre 2018. Tu sortais de la Volvo Ocean Race victorieuse avec Dongfeng. T'étais, pensait-on, au sommet de ta gloire, sans savoir que ta gloire allait encore grimper. T'étais dans une période d'entre-deux. T'étais je crois que tu dis au début du premier épisode, tu dis que t'étais dans la période reward, un peu la période de récompense. Tu récoltais les lauriers de la gloire justement, et ils vont arriver encore longtemps après. Donc on va faire le schéma habituel des épisodes d'Into the Wind. On va faire un petit flashback après avoir parlé de ton actu, mais on fera un flashback qui du coup nous emmènera à l'automne 2018 et non pas au début de ta carrière. Je vous enjoins, si vous le voulez, à écouter dans l'ordre l'épisode numéro 1 et puis cet épisode qui est le 96e d'Into the Wind, qui sera donc une sorte de suite du premier épisode. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair dans le concept. Pour moi, c'est clair. Pour toi, c'est clair. Alors, un petit peu comme en 2018, on se retrouve dans une période d'après-course et d'après une très grosse course, puisque t'as gagné, pour ceux qui n'ont pas suivi, t'as gagné l'Arkea Ultimate Challenge à bord d'Edmond Rothschild. On va revenir plutôt à la fin de l'épisode sur cette course et cet exploit, parce que c'est la première fois vous avez fait le tour du monde en course et en ultime. Je voudrais savoir, t'es arrivé il y a combien de temps? Tu sais maintenant? T'es arrivé? Février. C'est juste le lendemain de mon anniversaire, donc le 27 février. Voilà, le 27, le lendemain de tes 50 ans. C'est ça que je retiendrai cette date. C'est les fameux 50 jours, 50 ans. On est grosso modo 2 mois après, un peu de choses, 2 mois et demi après. Est-ce que combien de temps il faut pour se remettre d'une 3 mois, pardon, 3 mois. Combien de temps il faut pour ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Voilà. Désolé. J'ai pas la réponse. Il y a des gens qui disent tu verras, tu mettras un Vendée Globe. Je me suis senti très bien juste après la course. Sans doute il y a toujours l'adrénaline qui est là. Je pense que le corps met un peu de temps. Et j'ai eu un petit coup de mou après. Donc j'ai repris très vite le travail parce qu'on a ce projet de Gitana 18 qui m'intéresse et puis voulais me remettre à jour. Mais assez rapidement, j'ai senti quand même une certaine fatigue, un manque d'envie surtout. Oui. T'as une sorte de dépression postpartum, un baby blues? Oui, je pense qu'il y a toujours un peu cet effet-là après les courses. Je me rends compte aujourd'hui que je suis mieux.
Effectivement, il y a eu une période d'euphorie. Après, je suis parti directement en vacances parce que j'étais en retard pour les vacances de mes enfants et je voulais vraiment leur consacrer une semaine. Ils la méritaient. Et c'était leur dernière semaine, donc j'ai pris cette semaine. Et l'équipe a été mise. Ce qui a été très sympa, c'est que Cyril Darnachi, team manager, avait décidé on arrête complètement l'équipe. Donc, j'avais pas de scrupule à prendre. J'ai pris 15 jours. Et puis, je suis retourné au travail comme tout le monde, mais assez rapidement, j'ai vu que je m'essoufflais. Déjà, j'avais du mal à reprendre la prépa physique. Voilà, et puis j'avais envie de consacrer plus de temps avec à ma famille et mes enfants et à mes loisirs. Et j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans. Et là, je me sens mieux depuis. J'ai repris 15 jours complets pendant les vacances de Pâques pour les enfants. Et là, ça m'a fait du bien parce que en fait, le problème, c'est que quand je suis rentré, je suis parti tout de suite faire tous les sports qui m'avaient manqué, comme la wing, le surf avec mes enfants. Mais en fait, je pense que j'étais fatigué physiquement et j'en ai pas vraiment profité. Et puis, on est parti à l'étranger. Il a fallu faire les valises en express, conduire la nuit pour aller à Paris, tous les trucs qu'il faut pas faire quand on est fatigué. Et du coup, je me suis jamais bien reposé là-bas. Il faisait très chaud. On était en Guadeloupe. J'avais envie de retourner en Guadeloupe. Les enfants avaient envie de retourner en Guadeloupe après Rome. Et puis, ouais, en fait, je me suis pas bien reposé et j'ai voulu faire trop de choses. Et là, pendant ces vacances de Pâques, voilà, comme ma femme travaillait la première semaine, ça, j'ai pu un peu me reposer pendant que les enfants faisaient leur activité et on est reparti après à Madère cette fois-ci pour faire du surf. Et là, on a pas mal dormi et on a fait que surfer quasiment. Et du coup, on n'était pas des journées trop. On avait du temps et ça m'a fait un bien fou. En fait, j'ai retrouvé aussi un bon sommeil que j'avais perdu. Voilà. Et là, je me sens bien et j'ai repris le rythme. Ça y est, depuis lundi à fond. Enfin, la semaine dernière, j'ai voulu reprendre le rythme la semaine dernière, mais j'avais oublié qu'il y avait un double pont, Un double pont. enfin un agluc. Et du coup, ouais, là, ça va mieux. Et puis voilà. Et surtout, j'ai un projet voilà, on a un projet de Gitana 18 ça, c'est important en fait. En fait, tu te rends compte que quand tu as quelque chose derrière ou autre chose derrière, mais quand même, c'est la première fois que j'ai quand même eu un contre-coup, voilà, plus dans la tête que physique, je pense, mais manque de motivation, moins d'envie et envie de faire autre chose, quoi. T'expliques ça par quoi? Par l'engagement mental que l'Archaea Team Challenge a réclamé par Ouais, dans le fond, je pense que depuis que je suis rentré dans le Gitana Team, donc en 2019, je vis avec cet objectif, ces double objectifs qui étaient le Rhum et derrière le Tour du Monde. Donc après le Rhum, on avait ce Tour du Monde, donc j'ai vite récupéré. Mais là, je pense qu'il y a eu voilà une fin de cycle, une fin de. Ouais, c'est surtout l'envie, je pense, l'envie, la motivation. Et même s'il y avait Gitana 18, j'avais un peu du mal voilà, j'avais envie de faire autre chose, quoi. Ouais. En fait, c'est une séquence de 5 ans qui s'achève et il faut se régénérer un petit peu, quoi. Voilà. C'est comparable à la fin de la séquence Volvo, puisqu'on parlait de la Volvo Chain Race avec Dongfeng. Ce qui est différent qui est beaucoup avec plus long, la en fin fait, de la Volvo, c'est qu'à la fin de la Volvo, je savais pas ce que j'allais faire. Mm. Ça change beaucoup dans la tête. Donc je me souviens pas bien comment j'étais, mais je pense que j'ai plus souffert. Enfin, on m'a reproché, il y a des gens qui m'ont reproché de dire que c'était trop facile cette course de l'Arkea Ultime, mais je l'ai très bien vécu parce que j'étais en tête tout le temps, parce que à l'avance que j'avais finalement, elle m'a permis aussi voilà, la Volvo, ça a été quand même très compliqué. En plus pour moi, dans une période difficile personnelle, ça a été compliqué. Voilà, l'absence longue, les étapes qui s'enchaînent. En fait, ce qui est dur, c'est de repartir. C'est ça qui est dur sur la Volvo, c'est que tu enchaînes les étapes et tu tapes une étape de 3-4 semaines et derrière tu repars une semaine après à fond. Ça, c'est très dur. Et en plus, on a été les deux éditions en monotype. Voilà, enfin la bagarre, voilà, la dernière étape résume tout. Trois bateaux dans le même point. La pression mentale, elle est énorme, quoi. Tu passes ton temps à dire je vais pas gagner. Et alors que t'as tout mis en place pour gagner, et c'est dur, quoi. Donc j'ai mieux vécu cette course-là par ce qui s'est passé, parce que j'avais très envie de le faire, parce que ça me paraissait plus facile comme exercice. Je me trompais sans doute un peu à certains points, mais de faire une étape même si c'était 45 jours sur ce bateau que je connais bien. Des fois, d'être tout seul, c'est plus facile que d'être en équipage aussi, parce que t'as pas à gérer les autres et le regard des autres et la pression des autres. Donc j'ai beaucoup plus souffert pendant la Volvo que là. J'ai vraiment pris du plaisir sur cette course. Sur la Volvo, j'ai eu du plaisir, mais j'ai eu beaucoup de souffrance quand même.
Et puis mécaniquement, enfin, tu t'as pris la tête une fois que sur l'Arca Ultimate Challenge, une fois que Tom Laperche a Voilà. dû lever le pied, la bagarre a diminué. Et puis c'est pas que t'avais course gagnée, mais ça a Alors, c'était déroulé plus beaucoup plus facile facilement physiquement. que sur une Volvo. Physiquement, c'est devenu plus facile parce que j'avais mettais moins d'intensité, ça c'est sûr. Et j'avais un objectif, c'est de finir. Mais justement, petit à petit, en fait, c'est un peu comme si tu sais que t'as presque course gagnée, mais trop tôt, quoi. Sauf que tu sais que t'as ce qui est arrivé à Tom peut m'arriver, et puis que j'ai rencontré pas mal de problèmes techniques qu'on a toujours pu résoudre, des choses qu'on pouvait toujours résoudre, même si certaines choses, je pense que l'équipe a fait preuve d'énormément d'imagination et de talent pour que je puisse résoudre ces problèmes-là. Et puis j'ai confiance aussi en eux voilà, quand tu casses ton bras au bout de 4 jours, il y a plein de gens que je pense qui auraient pu abandonner en se disant c'est une partie structurelle du bateau, c'est une partie importante du bateau. Elle ne l'est pas sur le Gitana 17, mais quand même, tu dis je vais faire le tour du monde avec ça. Voilà, on avait fait demi-tour l'année d'avant pour la même chose sur un entraînement en se disant bon, on va pas faire les cons. Et là je dis bon, voilà, donc c'est plus là que c'est devenu pénible, et finalement cette avance c'était pas toujours si simple à gérer que ça peut le paraître de l'extérieur, parce que t'as tout à perdre, quoi. Alors on va revenir un peu en détail sur le Tour du Monde, du coup plutôt Ouais, à la fin de ce podcast. Ma question était vraiment, même si on te l'a beaucoup posé, sur l'état dans lequel t'es et combien de temps on met pour récupérer, et t'as répondu de manière assez complète. Et du coup, c'est quoi le quotidien quand on est justement en fin d'un projet, en fin de séquence sportive très très intense avec un bateau sur lequel tu vas encore naviguer cette année avec un projet de Trophée Jules Verne à la fin de l'année, et en même temps il faut se projeter dans un nouveau bateau. Donc du coup, c'est quoi, tu te prépares physiquement à des échéances qui sont un peu lointaines, ou c'est d'abord et avant tout un travail de réunion, de meeting avec les designers, les architectes, le bureau d'études? C'est quoi ta journée aujourd'hui dans cet entre-deux, entre guillemets? Bah aujourd'hui, je suis quand même sur un rythme un peu plus cool parce qu'il y a moins de choses, et que voilà, il faut laisser les gens travailler aussi dans leur coin, mais toutes les semaines, on a quand même presque toutes les semaines, on a une réunion avec les archis pour faire les points sur tout. On a une réunion avec Nord sur la partie aéro. On a une réunion, c'est quand même toujours rythmé. On a pas mal aussi, j'ai pas mal quand même eu d'obligations, voilà, soit avec le partenaire, soit de demandes, de requêtes, comme la tienne, qui me prennent du temps. Et puis je me remets au sport là depuis. J'ai commencé le sport très tôt, mais plutôt avec mon fils, voilà, pour partager du moment avec lui. J'allais plus aux séances de sport parce qu'on a 3 séances par semaine. Enfin, j'avais 3 séances par semaine, mais je fais participer mon équipage, donc voilà. Et du coup là, j'ai commencé seulement cette semaine. Voilà, donc j'ai quand même 3 débuts de matinée qui sont occupés par ça, et on fait des meetings, on enchaîne, et surtout, alors là c'est plutôt Erwan Israël qui passe beaucoup de temps, mais on a vraiment fait des énormes progrès sur le simulateur, et le simulateur il tourne quasiment la moitié enfin voilà. Alors on n'a qu'une licence parce que ça coûte très cher ces licences, donc on a la même licence pour dessiner, faire des tests côté design que celui qu'on utilise pour faire tourner le simulateur. Donc on est un peu obligé de se partager ce temps-là. Mais je pense qu'Erwan aujourd'hui, il consacre sans doute la moitié de son temps, voire plus. Il faut aussi de l'analyse de performance, et il participe à toutes les réunions design évidemment. Mais il passe beaucoup de temps sur le simulateur, et moi je me mets un peu derrière lui. Maintenant il le maîtrise parfaitement, et puis on discute, on échange. Ça c'est passionnant. On teste, voilà, on a déjà testé, je sais pas, on a déjà testé une quinzaine de foils différents. Alors on dégrossit, hein, c'est la géométrie, on essaye des choses. Voilà. Alors, il faut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, hein, c'est un simulateur numérique, Oui. hein, c'est un logiciel qui simule la navigation du futur Gitana 18, et vous êtes dans la phase où vous testez un certain nombre d'hypothèses, de forme de foil, de taille de foil, d'épaisseur, de profil, et donc les tests retracent, le simulateur retrace de manière à l'écran le comportement du bateau. Vous avez un volant, j'imagine. Ouais, on est beaucoup sur pilote automatique. Mais voilà. il retrace toute la physique théorique du bateau En fonction du profil que vous avez choisi de tester. Et c'est ça qui va vous amener à choisir le foil. Pour la partie carène, entre guillemets, enfin flotteur et coque centrale, les tests ont déjà été faits et le design est déjà arrêté? Oui, les flotteurs et les coques centrales est déjà en construction chez CDK. Donc du coup, elle est dans le simulateur, j'imagine. La forme définitive est dans le simulateur. Et là, vous testez la partie. Alors la forme, c'est assez compliqué on fait surtout du vol parce que l'archimédien, on a du mal. Alors
Maintenant, on a réussi à pas franchir une étape, c'est qu'on arrive on a progressé dans la mer. Avant, on naviguait beaucoup en mer plate, sur la mer. On est de la mer n'était pas réaliste. Les comportements les des bateaux. simulateurs, pour Voilà. résumer, Oui. tu vas me dire si je me trompe, hein, mais pour résumer, les simulateurs viennent de l'univers de la Coupe de l'América, qui se court sur eau plate. Et l'une des évolutions majeures des derniers simulateurs, c'est qu'on vous arrivez, ou vous commencez à arriver, plutôt les gens qui ont conçu les simulateurs, commencent à arriver à recréer une partie de la mer au large. Je schématise, Ouais, quoi. en fait, ça pouvait déjà le faire. En fait, la grosse difficulté, c'était ce qu'on appelle une surface de réponse, c'est comment réagit un appendice ou une coque quand elle est dans l'eau. Alors, quand on vole, la coque, on s'en affranchit, il y a que la partie aéro. Mais dans la mer, souvent, la coque vient toucher. On essaye qu'elle touche pas. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs de Gitana 18 et de progresser là-dedans. Et le problème, c'est que quand elle touche partiellement, c'est encore plus compliqué parce que sa surface change en permanence et comment dévier le flux. Donc ça, c'est assez compliqué et on a du mal à le numériser. Donc, on progresse là-dessus, voilà. Mais tout est compliqué. Même comment un appendice travaille dans la mer, c'est plus compliqué puisque. Et puis il y a des choses qu'on n'arrive pas bien encore à simuler. C'est que ce qui est très compliqué en bateau, c'est qu'on est dans l'air et dans l'eau. Et un foil, il passe son temps à monter et descendre, et sa surface qui est dans l'eau et dans l'air change tout le temps. Et l'interaction entre l'eau et l'air, il se passe des choses que les simulateurs ont du mal à voir. Donc la réalité, on est encore on s'éloigne quand même de la réalité, mais on n'est pas encore parfaitement proche de la réalité, mais on s'en approche de plus en plus. Et là, on retrouve quand même des comportements qu'on connaît en mer de Gitana 17. Et donc, on est parti sur cette base-là pour améliorer le simulateur. Et maintenant, on essaye de voir ce que ça peut donner sur Gitana 18. Mais il y a une grande partie d'interprétation et si ça suffisait de dessiner un appendice juste en théorie sur un VPP et voir comment ça marchait en simulateur, on gagnerait beaucoup de temps, mais c'est pas comme ça. Donc nous on est là avec Erwan pour critiquer. C'est indispensable, je pense, qu'il y ait des marins qui soient sur le simulateur pour pouvoir critiquer justement la physique du simulateur, quoi. Et VPP, je vais traduire, hein, c'est ce qu'on appelle les logiciels de prédiction de vitesse, grosso modo, hein, pour faire, voilà. Qui dit qu'en fonction de telle forme, de tel angle de vent et de tel état de mer, Voilà. le bateau va à telle vitesse. Voilà, je pense qu'on pourrait faire des épisodes entiers autour de la conception, qui est devenu un métier extrêmement sophistiqué avec beaucoup de parties prenantes, et notamment la simulation numérique a beaucoup changé ce métier-là. Avant, on faisait des carènes et des tests en bassin de carène, et depuis plusieurs années, on les fait de manière numérique, ce qui permet de tester beaucoup d'hypothèses différentes. Toi, dans cet univers de conception, dans toutes ces équipes, donc il y a le team Gitana, le bureau d'études Gitana, les architectes, Verdier, tout l'écosystème qui est autour de Verdier, il travaille plutôt avec plein de, il n'a pas de cabinet fixe interne, il travaille avec plein de collaborateurs différents. Toi, c'est quoi ton rôle? Tu es le futur pilote, mais c'est quoi ton rôle dans cette partie design? Tu mets des inputs, tu dis tes envies, ouais, j'essaie plutôt concret, de donner effectivement mes envies, mes retours sur le bateau, là où je pense qu'on doit progresser, les comportements du bateau réels par rapport à ce que les architectes imaginent. Et du coup, voilà. Donc là, on est en train de réfléchir justement, par exemple, à des foils, et ils sont vraiment inspirés des retours, pas que de moi, hein, que pourrait d'ailleurs qu'on a avec Erwan et toute l'équipe sur le comportement du bateau dans la mer. C'est là où on essaie de plus le gagner, puisque sur la mer plate, on sait on sait comment progresser. Mais dans la mer, on a, voilà, sur la stabilité de vol. C'est ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, ce qu'on voit en IMOCA d'ailleurs aujourd'hui, entre les différentes solutions qu'on peut voir et les succès en ce moment des bateaux d'Antoine Coche qui sont vraiment justement réfléchis dans ce sens-là pour mieux passer la mer, qui est un vrai problème en IMOCA, mais ça l'est aussi en ultime. Et donc voilà, moi je suis là pour ça et donner les grandes directions. Et à la fin, quand il faut choisir, on choisit alors en équipe, mais avec Seb Sanson qui est le directeur du bureau d'études. Voilà, on essaie de faire nos choix, mais c'est vrai que par moments, il y a quand même une part de feeling et d'intuition, et là, c'est là où j'interviens pour prendre les choix finaux. Mais il y a un gros travail qui est fait. Voilà, moi, j'aime participer à ça. Je trouve que c'est passionnant, voilà, et puis je pense que c'est un de nos points forts justement dans l'équipe Gitana, c'est cette complicité qu'on a avec le bureau d'études navigant, qui fait qu'on comprend parfaitement tout ce qui est fait sur le bateau, comment le régler, et c'est essentiel. Un bateau comme ça, c'est tellement technique aujourd'hui, il y a tellement de paramètres, et pour faire progresser les bateaux, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a aussi bien progressé, c'est qu'on a su identifier chaque année les points à améliorer, mais sur l'eau, quoi.
Et eux, ils nous ont donné des réponses à chaque fois brillantes. Et ça, c'est génial. Et l'intégration des bureaux d'études au sein des équipes sportives, c'est une caractéristique majeure des teams modernes aujourd'hui, hein, et des teams qui ont des teams qui ont les petits, en IMOCA, les petits teams n'ont pas de bureau d'études intégré. Et c'est aujourd'hui pour la performance et pour jouer en haut du tableau, c'est indispensable, quoi. Bah, Architect Ego, on le voit bien entre une équipe qui est structurée comme Gitana ou comme le sont des grandes équipes d'IMOCA, c'est pas les mêmes bateaux. L'architecte, il a des idées, il peut pas tout, mais il peut pas tout faire, il peut pas passer voilà, et tout est revérifié, tout est contrôlé. On a aussi nos propres idées. Nos appendices, on les dessine beaucoup sur les concepts. C'est Guillaume qui est très inspirant, mais derrière il y a un travail de fourmi qui est fait par les jeunes du bureau d'études pour améliorer les sections, voilà. Donc ouais, Guillaume, Guillaume a pris un peu c'est sans doute comme de ça recul, que fonctionnait chez, je pense, Team New Zealand. C'est vraiment quelqu'un qui génère des idées brillantes. Il a toujours une nouvelle idée par semaine. Et des fois, il y en a qui sont pas réalistes et il y en a qui sont fantastiques. Et là, ce bateau, on va essayer justement on a quand même des idées vraiment intéressantes, des ruptures. Mais bon, après, on a des doutes. Hein. Franchement, il y a des choses, c'est osé. Mais ça fait partie de la culture. Ça a bien marché sur Gitana 17. On va essayer de refaire la même chose. Mais ouais, ça m'empêche quand même de dormir. Aujourd'hui, c'est vrai que je profite pas non plus énormément. J'ai pas profité énormément non plus parce que je me sens, bah voilà, quand je vais pas au travail, il y a ce bateau qui arrive, ça approche. Hein, c'est-à-dire, à la fin de l'été, il faut qu'on livre des foils et qu'on fasse des choix. Et aujourd'hui, on a vraiment différentes voies, quoi. Et donc, ouais, c'est prenant. Bon, c'est quelque chose que j'avais. En plus, moi, j'ai jamais vraiment participé. C'est ce que j'allais dire. C'est ta première construction. Ouais, c'est ta première construction. voilà, en fait. j'ai vécu Groupama 4 à travers Franck. J'ai vu comment ça faisait. J'ai vécu dans les très grandes équipes. J'ai été dans l'équipe Banque Populaire à l'époque où ils refaisaient tous les Orma. Donc, mais j'étais beaucoup moins intégré aux décisions, enfin aux choix, aux décisions, aux discussions même. Donc c'est sûr que voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces quelques années avant Gitana 18, de travailler aussi avec avec Guillaume depuis quelques années, le bureau d'études qu'on connaît bien, et puis Franck aussi qui a été très important parce que c'est son point fort en fait par rapport à beaucoup de marins, c'est sans doute le marin le plus qualifié pour avoir une discussion avec des architectes. Donc c'est sûr que c'était une bonne école. Il y a combien de personnes qui travaillent au bureau d'études de Gitana aujourd'hui? Eh ben, ils sont, je dirais, je pense qu'ils sont 8 aujourd'hui. Ouais, en gros, c'est un tiers de l'équipe, quoi, à peu de choses près. Hein. Ouais, aujourd'hui, ça représente, on est 24, 25 à l'année. Juste pour qu'on ait une idée de du poids que ça représente dans une équipe moderne. Alors, écoute, on va faire notre petit flashback habituel. Donc, comme je disais, on va revenir à 2018 et non pas au début non pas à ta naissance en 1974. On va plutôt revenir en 2018. Donc, quand on conclut le premier épisode d'Into the Wind en octobre 2018, tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et tu viens de finir Dongfeng. Emmène-nous en octobre 2018 quand tu refermes la porte. Alors à la maison, t'es pas chez toi, t'avais pas de maison, tu rentrais de la Volvo, t'avais pas encore. Celle-ci était en construction. Celle-ci était en rénovation. Ouais. Comment ça s'enchaîne? Tu vas être recruté. Enfin, ta nomination sera officielle avec Franck Camas au sein du Gitana Team en avril 2019. Raconte-nous comment se passe l'automne et à partir de quel moment il y a une ouverture de ce côté-là. Ouais, en fait, quand tu finis la Volvo, c'est la difficulté de notre sport, mais j'ai été préparé à ça pour l'avoir aussi vécu avant. C'est que tu sais pas de quoi va être fait ton lendemain et tu peux être au top et un mois plus tard ne plus rien avoir. Ça peut s'arrêter très vite et il y a beaucoup de marins à qui c'est arrivé, même très talentueux, et qui ont pas forcément ou qui ont arrêté leur carrière, qui n'étaient pas forcément prévu de l'arrêter à ce moment-là. Donc c'est pas facile. Et donc je suis un peu inquiet, en même temps optimiste parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça s'est toujours très bien enchaîné. Mais je me dis là, je veux faire quoi? J'ai un peu été quand même, la Volvo j'étais un peu saturé de bateaux et je me dis là, je veux plus déjà refaire la Volvo, ça c'est sûr. Je la referai, en tout cas pas la suivante. Et je me dis j'ai envie de faire de l'IMOCA, mais il faut chercher de l'argent. C'est le Vendée Globe qui est un peu en fond de décor, quoi, grosso modo. Ouais, je vois les ultimes quand même. Je vais au départ là. Ouais, si, je vais à Port-la-Forêt et ils me demandent de coacher un stage ultime. Je dis mais moi j'ai jamais fait d'ultime, j'ai compris. Non, mais c'est pas grave, ça, ta démarche Volvo nous intéresse. Donc et puis je suis en discussion avec Banque Populaire pour sans doute naviguer avec eux.
avec Armel, et je viens donc en tant que coach, et je fais une étape sur le bateau d'Armel. Et c'est là ce jeu. Et là, une semaine avant, je me rappelle, j'étais avec Sébastien Josse en surfer, et il me disait non, pour l'instant ça va pas le bateau, ça marche pas, il faut faire un concept comme massif, c'est pas bon, on est trop lourd, et je vais à ce stage-là, et on prend le départ. Et donc je regarde un peu les bateaux autour, je découvre. Déjà je trouve ça assez effrayant, mais c'était l'ancien Banque Populaire, qui était un bateau qui n'était pas vraiment volant, donc qui gîtait beaucoup, et je vois de loin Gitana 17 qui a l'air posé sur l'eau. Et puis d'un seul coup, je le vois, je regarde, et j'ai l'impression qu'il se rapproche. Parce qu'il prend un très mauvais départ. Et là, je regarde la vitesse, et je dis, mais il va 2-3 nœuds plus vite que nous là. Et je regarde les réglages, je dis, je sais pas trop quoi faire. Moi, je connais pas les bateaux. Je crois qu'il y avait Kevin à bord à l'époque, et le bateau, il nous dépasse. Et on fait toute la nuit comme ça, et il disparaît, il prend 30-40 000, après ça part au portant. Et puis on le recroise au près, et là il est à 28-29 nœuds au près. Donc je tape je dis, il y a un souci sur la IS, c'est pas possible. Et là et quand même ce jour-là, je me dis, ces bateaux, ils sont dingues, quoi. J'aimerais bien faire ça, mais je me dis, bon voilà, il y a pas de. Mais la petite graine, la petite graine a été déposée, quoi. Et je vais au départ du Rhum, et pareil, il prend un mauvais départ, et je vois le bateau qui. Et là, on commençait à découvrir le potentiel de Gitana. On savait avec ces stages-là qu'il avait un potentiel incroyable, et que le pari était réussi, alors que à ce moment-là, personne n'y croyait. Les gens rigolaient plutôt, se moquaient. Et je vois ce bateau qui passe. Je suis devant, à côté d'Armel. Il passe à côté, il rattrape, il passe 2-3 nœuds plus vite. Et puis là, voilà, il a 40 000 d'avance très rapidement, et il casse son flotteur. Et voilà, et je me dis, c'est quand même le top du top. Ça me motiverait de faire ça. Mais bon, voilà, et j'ai rien. Et je dis, bon, de toute façon, chercher de l'argent pour ça, c'est pas la peine. Je vais chercher en IMOCA, et puis je suis toujours un peu proche d'OC Sport, et ils me disent, bon, on a un projet Figaro, on n'a pas mieux à te proposer, mais si ça t'intéresse. OC Sport qui a géré le projet voilà, Dongfeng, hein, c'est pour ça que. Est-ce que ça t'intéresse d'être le skipper? On va chercher de l'argent après pour faire un IMOCA. Je dis, ok, on y va. On y va. Et puis c'est le nouveau bateau, donc c'est sympa, tout le monde revient, donc je commence à faire du Figaro. Et puis là, on apprend effectivement que Sébastien se sépare, enfin, il s'est débarqué du projet Gitana. Moi, je me sens pas du tout d'appeler, et de voilà, je me dis, ouais, laisse tomber, c'était quand même très proche de Sébastien et tout ça. Et puis donc je fais mon truc en Figaro, j'imagine pas. Et là, j'ai un coup de fil qui me dit, est-ce que ça t'intéresse de postuler pour je dis, merde. T'as un coup de fil de qui? De Cyril Dardachi. Ouais. Est-ce que voilà, t'as pas envoyé de dossier? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et je dis, ouais, enfin, j'étais pas à l'aise, tu vois, parce que et donc finalement je dis, oui, évidemment que ça peut m'intéresser. Et puis on part sur ce casting là, et je suis en train de préparer la première course qui était la Sardina, je crois, c'est ça. Petit détail au passage, Figaro. Début février, t'as été nommé marin de l'année 2018 quand même. T'as été élu marin de l'année 2018. Ouais, j'ai été élu marin de l'année 2018. Et pas mal comme stratégie marketing. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai quand même pas mal de gens qui me contactent pour aller naviguer avec eux, pour avoir un peu mon expertise, mon savoir-faire, surtout dans la partie performance qui est très développée dans la Volvo. Et puis voilà, mais j'ai pas de projet à moi, je cherche pas vraiment d'argent, parce que avec OC Sport, j'ai un bon espoir de trouver. On a quand même créé un lien assez fort pendant 2 campagnes. Et puis j'ai ce coup de fil, et là je dis, merde, faut quand même que j'aille voir, quoi. Il faut faire un dossier? C'est-à-dire que tu t'ouvres ton ordi, tu fais un PowerPoint? Non, ils me demandent pas ça, ils me connaissent. En fait, moi j'ai travaillé avec eux, j'ai fait beaucoup de courses. On a fait du mode ensemble, on a fait préparer Gitana 16 pour le Vendée Globe. J'ai passé quelques années là, donc ça s'était bien passé. On avait gagné beaucoup de courses, enfin on avait gagné tout en mode, et en IMOCA on était pas mal. On avait abandonné rapidement, je crois, la Jaguar, mais ça marchait bien, quoi. Et puis on s'entendait bien. Et puis du coup, j'y vais. Premier entretien, ils me posent plein de questions. Ils sont nombreux. Ils sont 4 personnes. Il y a Cyril, il y a Seb Sanson. Ils veulent vraiment faire décider ensemble. Il y a Pierre Tissier, qui est le directeur technique, quoi. Directeur technique, et il y a Tiffaine Combosetta, la com, la partie com. Et du coup, voilà, je fais ce premier entretien. Ça se passe bien, on se connaît. C'est plutôt très détendu. Hein. Moi, je vais en terrain connu. C'est pas le grand oral de l'ENA, quoi. Voilà. Et je leur dis, ils me demandent ma vision des choses, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez
chez Gitana et je leur dis ce que je pense, que je leur avais déjà dit d'ailleurs quelques temps avant, et ça, ils l'avaient plutôt mal pris. C'est pour ça qu'aussi j'ai pas postulé non plus, c'est que ils étaient pas. J'avais dit je pense ça c'était pas forcément voilà. Et tu peux dire ce que tu non, mais c'était on a eu c'était plus un malentendu que parce qu'ils voilà mais bref, on était quand même en bon rapport, mais voilà, entre Sébastien plus ça, je n'ai pas du tout pensé à envoyer un dossier. Et puis, un moment, il me rappelle, il me dit, bah voilà, t'es en shortlist. T'es en shortlist. Et puis, donc, je viens, machin, et comment ça se passe? Il dit, vous êtes 2. Ah oui, il y a toi et Franck. Et ils avaient fait un espèce de tableau Excel avec les plus, les moins. Et on était à égalité de points tous les deux. Et vous n'aviez pas discuté avec Franck avant? Non. Et lui, il savait pas que tu les avais vus? Oh, si, je pense. Si, vous avez discuté un petit peu. Je crois qu'on avait dû en parler, mais sans plus. Franck, quelqu'un qui, de toute façon, il en parlera pas beaucoup. Et puis, on avait un devoir de confidentialité quand même énorme là-dessus, donc on faisait gaffe. Et puis donc on se retrouve, on parle, et ils nous font venir ensemble, je crois. Et puis ils nous disent, bah voilà, on a une proposition à vous faire. On n'arrive pas à vous départager, et puis nous, on pense que vous serez plus fort à 2. Et je dis, ouais, ok, mais il y a les courses en solitaire, quoi. Et dans l'entretien, dans ce... Ouais. Donc on regarde tout le programme, il dit, oui, bah les courses en solitaire, c'est pas tout de suite. On était en 2019, la première, il y avait normalement la Transat anglaise, et puis après, il y avait le Rhum et le Tour du Monde. Et là, il me dit, bah voilà... Je dis, bah moi, je suis désolé, mais le Rhum, j'ai jamais fait, et je veux vraiment le faire. Et le Tour du Monde, ça me plaît grave, cette course. Donc moi, c'est ma condition. Il dit, bah vous vous mettez d'accord entre vous, et si vous n'êtes pas d'accord, bah on en choisira un, mais et peut-être ce sera pas un de vous deux d'ailleurs. Soit vous travaillez ensemble. Cyril, je pense comme il fait d'habitude, il savait très bien ce qu'il voulait. Je pense qu'il voulait vraiment qu'on travaille tous les deux, parce je pense qu'on avait une approche différente qui lui plaisait. Et il sait qu'entre Franck et moi, s'il y avait 2 personnes qui pouvaient travailler ensemble, c'était ça. Et dans l'entretien, ils avaient demandé aussi qui tu prendrais comme coéquipier. Oui. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient fait la technique de pas donner les noms des autres, qui savaient, parce qu'ils se disaient comme ça, ou voir même, non, je naviguerai pas avec lui, je trouve pas bon. Et nous, Franck et moi, je pense qu'on avait tout pensé l'un à l'autre. Ah oui. Et ça leur avait plu aussi, parce qu'on n'avait pas du tout, on avait une idée très claire avec qui on voulait naviguer. Et voilà, donc ils savaient où ils voulaient aller. Et nous, on s'est dit, bon, allez, on y va ensemble. On a discuté, je crois que c'était en voiture. J'étais dans ma voiture, il était dans sa voiture. Je lui ai dit, bah, moi, écoute, j'ai toujours cédé, t'as toujours skippé les bateaux barrés, mais moi, le Rhum, tu l'as déjà fait. Et le Tour du Monde, je sens que tu veux pas vraiment le faire parce que c'est trop long, je te connais. C'est pas forcément ce à quoi t'aspires, quoi. T'as jamais voulu faire le Vendée Globe, moi, oui. Et puis, je sais pas, et miracle, il a dit, ok, on fait comme ça. Et ah oui, il devait faire la Transat anglaise. Il dit, je fais la Transat anglaise parce qu'au début, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience sur ces bateaux, et lui, il était quand même, voilà, un peu une référence dans le multicoque quand même. Et puis ça s'est fait comme ça, et on a validé ça, et on a signé comme ça, et ça. Et donc vous avez dealé tous les deux, et vous êtes revenus voir Gitana en disant, ok, on s'est mis d'accord, voilà le plan. Ensemble, et moi je fais la Transat anglaise, dit Franck, et Charles fera le reste en solo. Et ça s'est fait comme ça. Donc ça, c'était top, parce que c'était la première fois dans ma carrière que j'avais une vision aussi un peu à long terme sur ce que j'allais faire. Même à la Volvo, je savais que la première édition, je savais pas qu'il y allait avoir une deuxième édition. Donc j'ai pu vraiment me préparer. Moi, j'ai jamais été si, en Figaro, quand j'ai gagné, j'avais 4 ans avec le même sponsor, j'étais dans un cadre vraiment favorable à préparer ça bien. Et là, c'était encore, tu te retrouves dans une équipe, voilà, c'est un peu comme en Formule 1, tu rentres dans une des grandes équipes, quoi. Tu es sûr que tu vas aller te battre pour la victoire, quoi. Puis on savait, à l'époque, quand on prend le bateau, on savait que ça y est, le pari était réussi, et qu'on avait un coup d'avance sur la flotte. Et alors, du coup, quand vous arrivez tous les deux chez Gitana, comment ça se passe? En fait, il y a une structure qui existe déjà, qui est installée, et qui est hiérarchisée, organisée, pas séculaire, mais pas loin, quoi. Et du coup, vous arrivez, on vous dit, bah voilà, c'est ton bureau, et tu t'installes dans l'équipe, ou tu peux un peu la mettre à ta main, vous impulsez vos propres méthodes de travail, en connaissant Franck, il a pas dû... C'est une équipe très organisée, qui est vraiment... Enfin, moi, je l'ai connue avant, qui avait progressé, qui s'était structuré, des gens qui sont là depuis longtemps. Elle avait vraiment franchi une étape quand on a construit le premier Gitana 16. C'était un des premiers bateaux qui construisait avec cette équipe-là.
C'est l'IMOCA. Hein. C'est l'IMOCA, c'était déjà une réussite, mais bon, l'équipe était très très forte avec un bateau très réussi, donc déjà c'est un atout. Et donc ça s'est bien mis en place. Franck, il arrive avec cette culture, il a l'habitude de gérer ces grosses équipes là. Moi, quand même, avec la Volvo, j'avais géré du monde, donc je savais le côté humain en tout cas et la partie. Ça s'est très bien passé. Et puis mais vous étiez pas Cyril patron, c'est vraiment. ça que je veux dire. Voilà, c'est qu'il y a Cyril Lardachti qui est le Non, mais qui est le Cyril team manager. vraiment nous a mis Cyril, il participe parfois au choix de performance, mais enfin, il nous fait confiance, il nous laisse la main libre, il s'est délégué, voilà. Il délègue cette partie-là. Il dit vous êtes responsable de la performance, c'est vous qui faites les choix et nous vous vous organisez comme on veut. Donc on s'organise avec Franck un peu chacun quel dossier va prendre chacun. Et puis voilà, toute la partie appendice, tout ça, c'était beaucoup Franck parce que c'est vraiment un domaine où il est à l'aise. Moi, c'était plus les voiles, aussi la partie équipage, la partie. Bon, et puis finalement, on a beaucoup travaillé ensemble, mais on avait, et puis l'équipe est plutôt. Ça n'a pas été une période facile, hein, je pense pour eux, cette séparation, ces années. Ils sortent de 2 années difficiles, la Rome où ça s'est mal passé. Ils ont beaucoup travaillé, et ça a été compliqué. Au début, il y avait des gens qui croyaient plus au projet, donc des gens qui sont partis. Ça a été une période difficile. L'accouchement je pense pour eux et ça repart sur une bonne dynamique et puis tout de suite on est bien accueillis. Moi je connais bien l'équipe, Franck a aussi des gens, voilà, Pierre Tissier, il y a beaucoup d'anciens de Groupama. Pierre Tissier c'est un de ses grands lieutenants quoi de toujours, donc il y a une confiance qui démarre très tôt et puis et très tôt ça se passe vraiment bien. Et ça marche, quoi. Enfin, je veux dire, ça fonctionne bien et on s'éclate. Moi, je suis un peu perdu au début dans ces bateaux-là. J'ai jamais fait de vol. La dimension technique, quand même, est compliquée. Moi, j'ai fait beaucoup de monotypes finalement dans ma carrière. Donc, j'ai un peu, j'ai un regard très humble sur sur ça, mais ça me passionne. Tout de suite, ça marche et je m'éclate avec ces gens-là. J'ai toujours aimé ça, quoi. C'est ce que j'avais aimé chez Groupama. À l'époque, c'était toutes ces réunions, on participait au design, même si c'était parfois un peu de loin. C'était super, quoi. Le bateau, quand vous arrivez dessus tous les deux, tu dis le pari est gagné parce que on connaît le potentiel, mais par contre le bateau n'a pas encore éclos. Il n'est pas encore la machine redoutable qui va devenir au fil de ces années-là. Comment ça se passe justement cette phase un peu de je sais pas si c'est le terme qui convient, mais de débourrage comme on fait avec les chevaux, quoi. On sent qu'il est fougueux, qu'il y a du potentiel, mais faut être honnête, quand il prend le départ de la route du Rhum, suite à ces 2 stages, on voit que le bateau, il y a des allures où il va 3-4 nœuds plus vite, 5 nœuds plus vite que les autres. Après, il est juste intouchable pour le reste de la flotte. Au Reaching, pareil. Tu parles de la route du Rhum 2018, hein, celle que Sébastien Josse prend. Parce que le bateau vole et qu'il est conçu pour voler et que ses grands foils, ses grands plans porteurs, tout ça, ça marche, quoi. C'est la solution. Donc ça va. Mais justement, le danger, et c'est là où je pense que Franck a eu, c'est qu'on se dit bon, il y a le traumatisme du Rhum, et on se dit bah en fait on a un bateau qui va plus vite, faut juste le fiabiliser. Et Franck, lui, il veut toujours avancer. Donc très rapidement, on fait des choix, on prend des décisions. L'année 2 directement, on décide d'installer l'aile à l'arrière, alors que c'était des choses qui n'étaient pas vraiment prévues. Même peut-être, je sais pas si on l'installe pas même dès la première année. On fait des choses qui n'étaient pas prévues. L'aile, c'est la partie aéro qui est derrière le bras. L'aéro derrière, le carénage, on est les premiers à faire. Les petites ailes de Batman qui est à l'arrière. Voilà, et des choses comme ça. Franck attache beaucoup d'importance à l'aérodynamique, puisqu'il sort de la coupe et c'est essentiel. Et on prend beaucoup de décisions. On va beaucoup chercher du détail partout. Et en fait, on se rend compte que cette somme de petits détails, elle apporte beaucoup. Donc on avance en fait. Et heureusement qu'on a avancé parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a plus de marge, quoi. Enfin, on est très très proche. Et donc très rapidement, on prend le bateau en main, mais on a vite des idées d'innovation, des choses qui étaient quand même. Alors l'aile à l'arrière, c'était prévu depuis le départ, mais personne n'avait envie de le faire parce qu'on avait peur. Et puis on se disait c'est dans l'ordre du détail. Et c'est vrai qu'en fait sur ces bateaux-là, c'est pas le détail. On voit bien d'ailleurs comment les nouveaux bateaux ont été soignés en aérodynamique et la différence. Même sur la dernière saison, les progressions des bateaux comme Banque Populaire ou SVR, ils ont encore amélioré leur aérodynamique, ils ont franchi une étape. Il y a sûrement pas que ça, il y a sûrement une partie hydro, mais c'est du détail. Ça peut paraître du détail vu de l'extérieur, mais c'est essentiel sur ces bateaux, ça on le sait. Et quand vous arrivez dans cette année 2019,
la classe ultime, elle est un peu secouée parce que justement, il y a eu la perte du flotteur de Gitana. Il faut quand même reconstruire une bonne moitié de flotteur. Il y a la perte de Banque Populaire, quand même, un acteur majeur qui lui a perdu son bateau. Le bateau, tout à fait. il est perdu. Enfin, il n'y a plus que des bouts qui flottent, quoi. Il faut alors vite. Banque Populaire annonce vite qu'ils vont reconstruire, mais il y a quand même des doutes sur l'état de cette flotte, cette capacité à aller faire le fameux tour du monde qui était prévu à la fin de l'année 2019. Il y a quand même des doutes. Et vous arrivez dans ce contexte-là aussi. Ouais, on arrive dans ce contexte-là, mais déjà, je crois que la décision est déjà prise de pas faire ce tour du monde et qu'on va faire la Finistère Atlantique parce qu'on cherche à faire une course quand même assez longue pour éprouver les bateaux, mais sans les emmener dans des endroits et trop loin des endroits où on peut réparer. Donc, on a quand même cet objectif et c'est pour ça tout le monde pense fiabilité uniquement. Et nous, on dit OK, fiabilité, d'accord, mais il faut continuer à progresser parce que il y a des nouveaux bateaux qui arrivent, il y a des bateaux, c'est le début de Sodebo, ils vont reconstruire un nouveau bateau et on sait qu'ils vont faire mieux, quoi. Donc ils vont essayer de faire mieux que. Donc ouais, on est tout de suite dans cette démarche d'améliorer. Et puis je pense que ouais, Franck vraiment sait où appuyer très vite, très rapidement. Et on apprend aussi, il y a quand même à naviguer sur ce bateau-là. Au début, on est un peu timide. D'ailleurs, on est souvent en conflit avec Franck là-dessus sur la façon. Moi, c'est vrai que je sors de la Volvo, je suis plus à pousser. Lui, c'est plutôt l'expérience Orma où il a vécu quelques chavirages et il est plutôt c'est plutôt là-dessus qu'on. Là, les rôles s'inversent. Ouais. Les rôles s'inversent. C'est toi qui pousses pour y aller plus. Ouais, je pousse pour aller plus vite et parfois, oui, je me rends pas forcément compte parce qu'on est très vite à l'aise sur ce bateau et on oublie parfois la puissance, les charges qu'il y a et voilà, et la complexité technique et voilà. Donc on est sur les courses, c'est vrai que il a été bien pour me tempérer un peu parce que j'avais tendance à pousser alors qu'on n'avait pas forcément besoin les premières courses en tout cas de mettre tout d'apprendre à gérer ce bateau. C'est vrai que voilà, moi quand les Vor 65 c'était des bateaux, c'était comme un Figaro, tu pouvais mettre la moitié de la poignée dans le coin et tu te posais pas trop de questions sur la fiabilité, hein. Donc il fallait trouver le bon rythme. Bon, alors vous le trouvez, parce que vous remportez le Fastnet, c'est le début d'une très très longue série de victoires. Ouais. Vous remportez le Fastnet, vous remportez la Brest Atlantique. Ouais. Donc ça a donné un film assez génial qu'on a diffusé au Sailor Film Festival. Quel souvenir tu gardes, à l'issue de cette première saison là et de la Brest Atlantique notamment, où vous gagnez assez largement avec des escales. La course est animée, quoi. Quel souvenir tu gardes de cette première boucle et de ce première course longue durée sur le bateau? Oh bah un grand plaisir, quoi. C'est vrai que j'ai adoré ça. J'ai repris goût vraiment au bateau à travers ce bateau. Le premier jour où j'ai navigué sur ce bateau, j'ai dit mais là, je suis là où j'aurais pas imaginé, mais c'est génial. Tout m'intéresse. Le bateau, je prends que du plaisir à naviguer. C'est très rare que je m'ennuie sur ce bateau ou que je trouve le bateau. Donc et cette course-là, elle se passe très bien et puis finalement, on n'a pas navigué depuis longtemps avec Franck ensemble, mais bon, on retrouve vite notre complicité et ça se passe plutôt bien. Parfois, on n'est pas d'accord sur les choix météo alors qu'on a une belle avance. C'est pas simple parce qu'en fait, dans le film, ce qui n'était pas très simple, c'est voilà, qui est skipper, co-skipper, voilà, on est dedans, vous êtes deux skippers et c'est difficile quand Franck a une décision, qu'il a fait un choix, c'est difficile d'aller contre lui. Et il a l'habitude de gérer, de mener tout, de choisir comme il veut et on le suit. Moi, j'ai toujours suivi Franck parce que avant j'étais son équipier. Là, je me retrouve dans une situation différente, donc on a un peu de mal à se placer, mais ça se passe toujours bien et on gagne des courses, donc ça crée encore du lien et on retrouve cette complicité. Et puis je pense qu'on s'apporte vraiment, on a une façon. C'était un beau pari de la part parce que ça soit au travers de l'équipe, on n'a pas les mêmes rapports avec les gens, mais je pense qu'on apporte tous les deux des choses et sur l'eau c'est pareil. Je trouve qu'on est très complémentaires, voilà et ça se passe. Du coup on est une équipe vraiment forte et pour ça quoi, je pense qu'il y a une vraie complémentarité et une vraie complicité, et un vrai respect et on peut tout se dire, on peut s'engueuler, on le voit dans le film à un moment. Ça va jamais très loin quoi. Et puis on oublie très vite quoi. Donc ça reste un très bon souvenir et une belle aventure. Et du coup, tu te projettes sur la oui, et puis moi je suis déjà tout le temps. En fait, dans ma tête, je suis tout le temps en train de me dire comment je vais faire tout seul. Et honnêtement, parce qu'on en parlait pas tout à l'heure, quand je signe, je dis ouais, moi je veux le faire, je me sens capable de le faire. Mais à l'époque, j'ai pas navigué sur le bateau, j'ai navigué que sur le bateau d'Armel. Et sur le bateau d'Armel, j'ai navigué 24 heures. Et je trouvais que ça faisait peur parce que le bateau penchait beaucoup, les alarmes sonnaient tout le temps, la grand voile on montait très haut en gîte
Et sur ce bateau, c'était le fait de voler. En fait, tu navigues beaucoup plus à plat. Et au début, on temporise, mais quand je vois le rythme auquel on le mène aujourd'hui euh, et le rythme auquel on le menait à l'époque, je pense qu'on était 10 ou 20% en dessous parce qu'on était sur le frein, quoi. On découvrait, mais très vite, je me dis, ça va le faire, quoi. Mais quand je signe, je dis oui, mais j'en suis. Et c'est peut-être pour ça que Franck a accepté de pas faire tout, parce qu'il se disait, ouais, il avait sans doute cette expérience du multicoque. Il dit, voilà, je sais pas. Il savait pas Je non lui plus où laisse. il allait. Ouais, je lui laisse le tour du monde. Moi, je vais pas dans le sud avec ces bateaux-là. J'en sais rien. Il faut aller lui demander. Mais Mais du coup, Brest-Atlantique, ça vous fait franchir une étape dans ouais, la perception du bateau et dans la ouais. Et manière puis de le pratiquer, voilà, quoi. on fait une escale, mais un peu un truc con, un petit détail qui casse et on choisit de s'arrêter parce qu'on peut plus voler. C'est quand même embêtant. Mais dans l'ensemble, le pari est quand même assez bien réussi puisque on ramène un bateau à part cette problème d'aile de raie qui est en parfait état. Et puis tous les choix qu'on a fait sur les voiles et tout, c'est plutôt concluant. Voilà, mais non, non, c'est une belle année. Puis ça fait du bien à l'équipe et ça crée du lien tout de suite. Voilà, à un moment l'équipe elle y croyait peut-être un peu moins ou je sais pas et de gagner, voilà, le Fastnet ça nous a fait un bien fou. On commence quand même le Fastnet, faut le dire. On part sur le Fastnet avec un bateau. Normalement, on sait qu'on a un bateau vraiment performant. On a perdu notre première course d'ailleurs contre Sodebo. Notre première course, c'était notre première navigation sur le bateau. Donc on se trompe sur les voiles. On avait une voile qui marchait pas et on se fait décrocher dans le petit temps parce qu'on a vraiment une voile pourrie qui marche pas et du coup on perd. Donc on sait pas trop comment. Et on se dit tiens dans le petit temps, bêtement on se dit le bateau va pas vite. Et puis en fait on prend le départ du Fastnet dans le petit temps, ça marche tout de suite très bien. Sauf que une demi-heure après l'arrivée, on est échoué sur un banc quoi. Et c'est moi qui fais la nave. Et je me dis, putain, mais soit on est maudit, ce bateau il est maudit. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, Du coup, je fais pas une erreur de nave, c'est juste que c'est des bancs qui bougent. On est dans la sortie du Solène, là. Et c'est un banc qui a bougé, mais bougé beaucoup, hein, qui s'est décalé parce que une fois qu'on est échoué, je regarde la nave, je dis, merde, j'ai fait une connerie, quoi. Et en fait, on est joueur, mais on est quand même assez loin. On est à 150 mètres, 200 mètres du haut fond. Et on est échoué, quoi. Et tout le monde nous passe. Et là, je dis, bon, bah, on va relever la dérive comme on peut la relever. Et puis, on repart et on regarde et ça n'a pas l'air trop abîmé. Et puis, finalement, on gagne la course. Enfin, on gagne la course. Mais et ça a quand même changé pas mal de choses. On gagne la course sur le dernier bord. Hein. Et voilà. Et ouais, ça crée du lien, ça crée. Et puis on savait pas, c'était le début d'une longue liste, mais ouais, le bateau est performant, on le savait, il est devenu fiable. Et on a encore progressé beaucoup et on a plein de projets pour le faire progresser les années suivantes. C'est là où ça devient intéressant. C'est si au départ, je débarque, j'écoute ce qu'on me dit, j'apprends, mais j'ai pas d'idée, je sais pas comment ça marche et je peux pas dire bah tiens, faudrait mieux plutôt faire ça. Voilà. Et petit à petit, bah, on découvre le bateau et on est en train de dessiner des trains, apparemment une nouvelle version de foil. On fait tout changer d'ailleurs, le cahier des charges. Parce que le cahier des charges, ça partait sur des foils plus petits, et nous on veut plus grand, et enfin des shafts moins longs, et c'était le cahier des charges n'était pas bon. Donc là très rapidement, on change ce cahier des charges pour ces nouveaux foils, et on passe du temps voilà à réfléchir, on découvre des problèmes. Les problèmes de ces bateaux-là, c'est la cavitation sur les appendices, des choses comme ça. Et on essaye de chercher des idées pour améliorer tout ça. Et c'est grisant. Et on améliore tout le temps l'aéro de la plateforme qui était pas aboutie encore, qui avait été dessiné abouti mais pas mis en place. Alors après la Brest-Atlantique, il y a l'année 2020, mais qui est très perturbée par le Covid. Franck ne fait pas la Transat anglaise. Du coup, Franck ne fait pas la Transat. Ouais. Voilà. Et ça nous emmène à la fin de l'année 2020. Et là, vous commencez à préparer un stand-by pour le trophée Jules Verne. Ouais. Vous allez faire un début 2021, il y a une fenêtre, vous la prenez, et puis ça casse à l'entrée de l'océan Indien. Et quel souvenir tu gardes de cette première partie, parce que ça c'était plutôt assez bien parti hein, de mémoire toute la phase. Bien parti. On avait un temps canon, en bas le record du passage de Bonne-Espérance, mais très rapidement effectivement. On casse, mais ça reste un très bon souvenir. D'abord, on a une équipe sympa, on s'est créé du lien un peu sur le Fastnet, et puis ça se passe bien, et on prend d'abord un départ avec Sodebo, quasiment dans la même heure,
Donc on découvre les joies du stand-by qui sont pas voilà parce que moi le premier départ on avait annulé notre départ. Je suis en train de préparer des langoustines ou je sais plus quoi pour mes enfants et le téléphone sonne et puis on se dit Sodebo qui part, on fait quoi? Et puis là bon bah on y va quand même alors on va pas et c'est pas le style en plus de mais on y va parce qu'on hésitait et puis les fichiers du soir nous disent on y va donc je suis à 8h ici et à 9h30 je quitte le ponton à Lorient quoi donc on part, on a des problèmes assez techniques assez rapidement et à un moment on peut continuer mais les problèmes techniques nous handicapent un peu et la fenêtre pour nous elle est plus bonne et donc on fait demi-tour et on a bien fait et on revient et puis on repart quelques temps après et là effectivement superbe fenêtre au départ. On arrive dans l'Indien avec un jour et demi ou deux d'avance sur Joyon, ce qui est pas mal, ce qui est nécessaire parce que derrière l'Indien on peut pas faire mieux que lui. Non, c'est une ligne droite. Enfin, bon, ça arrivera peut-être un jour, mais c'est très compliqué. Et on a un Indien qui est correct, qui est très très correct, et des glaces qui sont pas mal pour nous laisser naviguer assez sud, donc tout est au vert. Et puis avarie de safran, voilà. Et demi-tour, donc on est donc c'est long pour remonter. Hein. C'est long pour remonter. Et puis là on découvre voilà, mais je me dis je pensais vraiment que le bateau était fiable, on pensait pas du tout casser là. Et après, on se dit, bah voilà, c'est parce que c'est pas une collision avec un OVNI, quoi. Hein. Non, c'est pas une collision avec un OVNI, c'est un safran on a découvert après une faiblesse, mais bon, ça a marché comme ça pendant 2-3 ans. Mais il y avait un petit nœud. Alors c'était très intéressant parce qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. On voit la casse comment c'est, mais on se met à travailler avec une société qui est venue nous voir de l'aéronautique qui s'appelle Porte Alliance. C'est le début d'une collaboration justement. Et ils nous bluffent parce qu'au début on n'y croit pas trop. Ils viennent par Loïc Dorès qui est un ancien de Groupama qui dit vous devriez bosser avec eux. Il nous met en relation, il nous aide à se mettre. Et il y a vraiment un truc à faire et c'est au-dessus de tout ce qui existe aujourd'hui. Leur puissance de calcul est monstrueuse et c'est au-dessus de tout ce qui existe aujourd'hui en calcul de structure, enfin en vérification. Et on commence, on dit bah tiens, on va leur donner le safran, on va leur dire expliquez-nous juste le plan du safran et expliquez-nous où ça a cassé et où est-ce que vous voyez une faiblesse. Et les gars, ils nous sortent exactement le pli où ça a cassé, le machin. Et on est bluffé et du coup c'est le début d'une collaboration. Donc d'une mauvaise expérience, on crée cette collaboration qui est très riche finalement et qui aujourd'hui on se sert et qui nous sert aussi pour le simulateur pour faire parce que tout appendice se déforme quand il est dans l'eau sous charge et ça aujourd'hui c'est très compliqué à simuler. C'est très compliqué, même quand on fait un dessin de foil, on dessine un truc, mais on estime qu'il va se déformer comme ça, et souvent on se trompe, et de beaucoup. Et pas que nous, hein. À la coupe aussi, j'avais une histoire d'Ineos qui, tu vois, ils comprenaient pas pourquoi leur foil marchait pas, ils se sont rendus compte que les foils, en fait, tout c'était de 4 degrés de plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc c'est énorme, 4 degrés sur un appendice. Ils se vrillaient, quoi, ils se déformaient. Et effectivement, on commence à travailler avec ces gens-là qui sont hyper pointus et c'est très riche. Donc voilà, d'un échec, on en arrive quand même à construire quelque chose. Et puis c'est bien. Moi, quelque part, je me dis bah ça m'arrivera pas sur le tour du monde, quoi. C'est toujours c'est toujours là. Le bateau est pas fiable. Je pensais que le bateau était vraiment prêt. Et non, il était pas prêt. L'année 2021 va continuer à être. Vous allez continuer votre liste de courses. Il y a la Jacques Vabre. Alors toi, c'est ta 3e victoire sur la Jacques Vabre. Je crois, ouais. Et Franck 4e, c'est ça, non quelque chose comme ça. Hein. À vous deux, ça fait pas mal de choses. Donc là, c'est encore la Brest Atlantique, c'était très bien, mais la Jacques Vabre dans l'échelle des réussites, vous la vivez comment? Bon, c'est sympa. Surtout, il y a l'arrivée de nouveaux bateaux. Donc on est content. Banque Populaire est là, SVR est là. Donc la flotte est plus dense. On attendait que ça. Et effectivement, du coup, on est content de la gagner. Et je crois que je crois que c'est cette édition, c'est notre plus belle course avec Franck. Enfin, c'est le sommet de notre collaboration, je trouve, parce que on a fait une course parfaite à tous les niveaux, hein, enfin, dans l'organisation avec les routeurs. Donc, c'est le début aussi des routages par Erwan Israël, qui nous fait un job remarquable et on navigue bien, on va vite. Mais les autres bateaux commencent à aller vite aussi. On a une belle bagarre au début avec notamment le petit temps avec SVR.
Mais on fait des très bons choix. C'est une course presque parfaite, j'ai envie de dire. On casse quasiment rien. Je crois que tout va bien. Et puis avec Franck, c'est vraiment super fluide. On mène le bateau. On a trouvé un rythme. On s'engueule plus sur les prises de riz, les toiles et les bateaux. On n'était pas toujours d'accord. Les choix de voile. Donc ouais, j'en garde un super souvenir et on est content parce que la concurrence est là. Il y a des sacrés marins en face de nous et qu'on arrive à gagner. Donc c'est une nouvelle victoire. Mais pour moi, c'est une des plus belles avec Franck, je trouve. Parce que ouais, c'était par la fluidité de la manière dont ça s'est passé. Tout, mais pas que les routeurs, l'équipe, la façon dont on prépare ça. Donc ça, c'est assez génial. Et alors, il y a un convoyage retour qui est assez épique. Ouais, du coup, moi, t'es censé le faire un peu safe, mais tu le fais t'es en faux solo, c'est ça, hein? En fait, ouais, je suis en faux solo. Parce que tu veux que tu commences à tester un peu parce qu'il y a la route du Rhum l'année d'après, quoi. Hein. Ouais, et on a aussi un départ Jules Verne, il me semble, cette année-là. Il y a un départ Jules Verne dans le programme. Donc t'es censé te tester un peu en solo, mais pas non plus. Ouais, mais je veux tester le bateau aussi. Et moi, je veux tester le bateau et je veux pousser mes limites et je veux voir parce que j'ai des doutes sur certains trucs, donc je dis, voilà, je vais taper dedans. Et puis il y a Armel aussi qui est à côté, même s'il est pas du tout dans le même mode que moi, mais je dis, tiens, je vais quand même lui montrer qu'en solo, parce que je pars en faux solo, je ramène le bateau. Et puis je décide de pousser à fond, le bateau. Et on fait des grandes journées, hein, et les journées à plus de 800 000, hein, je crois. Il y a une journée à 880 000 en 24 heures. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Je crois que tu dépasses les 50 nœuds en vitesse de pointe. Et ouais, on va le record du bateau, on fait 51,6, je crois. Alors à ce moment-là, on est vraiment en faux solo. Je suis avec Yann Rioux, je crois, qui est à côté de moi. Et puis à un moment, le faux solo, ça a ses limites, c'est qu'à un moment, t'as envie d'aller dormir et quand t'es pas en solo, tu vas dormir. Et puis le bateau est pas prêt pour ça, j'ai pas les bannettes au bon endroit, donc je vais quand même un peu. Mais ouais, je fais une bonne partie du truc. Je fais toutes les manœuvres, j'essaie de faire toutes les manœuvres seul, la plupart. Et puis après, ça dérive un peu, il commence à m'aider, et puis ça finit un peu plus en équipage, mais je fais une bonne partie quand même pour voir un peu comment je suis capable de mener le bateau, de pousser le bateau. Ouais, j'attaque un peu. Je me fais un peu peur. D'ailleurs, au passage de la Guadeloupe, me fait un peu peur parce que je me retrouve un peu surtoilé aux pointes, sur vente. Et on monte très haut. Mais tout le monde veut m'aider. Je dis non, je fais tout seul. Et puis voilà. Mais c'est un bon souvenir. Et je me suis senti très à l'aise. Et j'ai bien fait de faire cet exercice-là parce que j'ai découvert plein de choses sur l'ergonomie du bateau, comment. Donc c'était riche parce que finalement, on n'avait jamais fait de solitaire sur ce bateau quasiment. On fait toujours en équipage, un peu de double et c'est pas pareil. Malgré tout, il y a quand même un décalage. Je pense que le double est plus proche de l'équipage que le solo est proche du double finalement. Bon, malgré tout, surtout tu montres le potentiel de ces bateaux. Enfin, c'est la première fois qu'on entend parler de 50 nœuds. Ouais. C'est les vitesses de la coupe, quoi. Enfin, ouais. Bon, après, les pointes, c'est anecdotique. On est capable. Ouais, mais ça parle au grand public. Ouais, ça parle au grand public. 50 nœuds, mais c'est plus qu'on fait des moyennes supérieures à 40 nœuds. Voilà. Ouais, ça, c'est sympa. Parce que les 880 000, c'est au-dessus du record de l'époque des 24 heures en solo. Je sais plus si on fait plus. Ouais, je crois. Je crois, hein, c'est 851 à l'époque. Je crois qu'on fait peut-être plus que le record solo, mais c'est officieux, quoi. Enfin, vous êtes. Oui, c'est pas. On peut pas l'homologuer de toute façon, puis c'est pas. Et voilà, on arrive. Mais par contre, t'as abîmé le bateau. Et on abîme le bateau, on perd notre aile de raie, et là on perd tout, on pète la dérive, et première fois que ça nous arrive, et on revient, on n'en a pas. Là. Alors heureusement, avant on n'avait pas de spare, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on on a fait 3 ans sans spare, et le jour où on a commencé à faire du spare, parce que on a commencé à casser. Donc le spare, c'est les pièces de rechange. Ouais, hein. Les pièces de rechange. Et coup de bol, on avait on avait donc une nouvelle aile de raie, c'était la V2. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est l'aile de raie? Ouais, l'aile de raie, c'est le plan porteur qui est au bas de la dérive, donc on appelle l'aile de raie parce qu'il a une forme d'aile de raie. Qui est posée perpendiculairement à la dérive et qui permet de soulever la coque centrale un peu plus. Donc le bateau ne vole pas que sur ses voiles, il vole sur ses safrans qui ont aussi des petites ailes de raie, on va dire. Mais l'aile de raie, elle a vraiment une forme particulière, c'est vraiment très ressemblant à celle du poisson. Et on la perd, et heureusement, pendant que je crois que ils étaient en train de faire le spare, en se disant bon bah ça peut arriver. On avait abîmé la première version, donc on pouvait plus s'en servir comme spare, donc on avait décidé de faire une deuxième au cas où, parce que c'est quand même la partie qu'on abîme le plus pour des problèmes de cavitation notamment, c'est la partie qu'on abîme le plus quasiment sur le bateau.
Donc voilà. Alors à l'issue de ce retour en convoyage rapide, on va dire, assez musclé, là, là, du coup, c'est la séquence Route du Rhum, c'est la séquence solo, une longue séquence solo qui va s'ouvrir pour toi. Tu changes de mode, tu t'as pigé que maintenant t'étais tout seul aux commandes, et puis Franck, du coup, va pas rester très très longtemps encore dans le team. Il te laisse tout seul aux commandes assez rapidement, non? Comment ça se passe cette Ouais, phase-là? c'est un peu particulier. C'est quasiment la première fois que je navigue sans Franck déjà Ouais. sur ce bateau. Même c'est la première fois, je crois. Il a toujours été là, on a toujours été là tous les deux. Du coup, ce retour, je suis content aussi parce que je peux vraiment naviguer comme j'ai envie de tester les choses. C'est peut-être pour ça que je pousse un peu fort. Parce que je sais que la route du Rhum, elle va être à fond. Hmm. C'est un sprint, le Rhum. Les bateaux, ils sont fiabilisés. Tout le monde va vouloir la gagner. Et je me dis, là, il va falloir placer la barre haut. Voilà, je vois bien que les performances des bateaux, on a encore un petit avantage, mais je sais très bien que la saison d'après, j'ai vu le potentiel du bateau de François. J'ai vu que Armel aussi avait un bon bateau. Je me dis, là, ça va plus être notre période de grâce un petit peu où on avait vraiment un bateau un cran au-dessus. Ils ont tous des bateaux avec à peu près les mêmes principes, des grands foils, des ailes, des plans porteurs. Les bateaux sont super optimisés en aéro, notamment SVR. Donc ouais, on sait que le potentiel il est là et on l'a vu. Donc je sais on va pas pouvoir courir comme on faisait avant. Il va falloir mettre de l'intensité. Et je sais par expérience, en solitaire, que l'homme peut autant en équipage ou en double, l'homme c'est plus ou moins peut-être quelques pourcents. Là, en solitaire, ça peut être plus ou moins 10% de performance en fonction de l'engagement que tu mets, du rythme que tu mets. Donc c'est peut complètement niveler les performances des bateaux. Donc j'ai envie de me voir si je suis capable de pousser le bateau. Je suis sûr que ça va quand même se courir au rythme d'une Transat Jacques Vabre. Et je connais François, j'ai navigué contre lui, il avait pas navigué. J'ai trouvé qu'avec son bateau ancien à l'époque, le Massif, par rapport à nous, il allait aussi vite, mais je pense qu'il poussait très fort. On le voyait dans sa façon de naviguer. Et pour avoir entendu parler de lui, je sais que c'est quelqu'un qui attaque très fort. Il navigue très bien, il casse pas, hein, mais je sais qu'il pousse. Et Armel, pareil. Je sais qu'il est capable quand il est en solitaire, il est redoutable. Donc je me dis, ça va être, quand ils vont pousser leur bateau à fond, il va falloir pousser le rythme. Et donc voilà. Ouais. Et donc c'est l'hiver est préparé. Le retour aussi, l'objectif du retour, c'est un peu adapter l'ergonomie du bateau au solitaire. Il n'y a pas grand chose à changer, mais voilà, je reviens avec. J'ai pas beaucoup d'expérience en solitaire sur ces bateaux-là, mais j'ai envie d'avoir un poste de veille sympa où on voit bien devant. Ça, c'est quelque chose qui vraiment la collision, tout ça, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, surtout sur le départ et ces périodes-là. Et puis je veux, voilà, l'ergonomie pour moi, elle est importante, elle est capitale, se reposer. Et donc voilà, donc on passe l'hiver à améliorer le bateau de ce côté-là, améliorer aussi les pilotes automatiques parce que ça va être encore plus important. Voilà, je me rappelle une campagne, notamment de la Route du Rhum de 2006, où Pascal est dauphin de Lionel, mais ils étaient deux à avoir vraiment poussé les bateaux, justement plus de 10% de plus que les autres. Moi, je routais, hein, donc je m'en rappelle très bien. Et c'est parce que les deux avaient bossé énormément sur le pilote. C'était les deux à avoir vraiment des pilotes, je pense, pointus. Hein. Pour l'époque, aujourd'hui, ça serait complètement obsolète. Mais Pascal avait fait un vrai boulot là-dessus, ce qui lui a permis d'être le seul à suivre ce rythme. Il y avait vraiment une grosse différence. Donc je me disais, ça va être pareil, quoi. Donc toutes ces choses-là, on va bosser dessus. Et puis on a aussi un échec en 2000, de l'année 2021, c'est que on devait avoir nos nouveaux foils. On les essaye en début de saison, on n'en a pas parlé, mais donc avant la Jacques Vabre, et on les met sur le bateau et ça marche, mais alors pas du tout. On s'est planté. Justement, sur ces déformés, le foil se déforme pas comme on imagine. Et il marche pas bien, il pousse pas assez. C'est emmerdant parce qu'on attendait beaucoup de ces foils-là. Et puis en ultime, on change moins souvent de foil qu'en IMOCA. Bah ouais, nous, en fait, on avait changé aucun appendice depuis le départ. Depuis la mise à l'eau du bateau. Ouais, quoi. à part les safrans qui étaient trop souples la première version. Tout était pareil, même très longtemps. Hein, on a gardé ces foils-là. La dérive, on a changé seulement les harnières. On avait, comme c'était assez réussi, on n'a pas eu besoin de changer beaucoup d'appendices au début. Et on n'a pas cassé en plus. Donc voilà. Et donc ces foils-là, on les attendait. On avait vraiment identifié les problèmes de nos foils. Hein. Vraiment au-dessus de 38 nœuds, 37 nœuds, ils marchaient pas et ils étaient un peu petits peut-être pour décoller tôt. Et du coup, on attend beaucoup et c'est un échec. Enfin, c'est pas un échec, hein, mais
on s'est bien trompé et on comprend assez vite pourquoi. Hein, on sait pas non plus. Mais comment faire mieux? On sait ce qui va pas, mais comment on va résoudre ce problème-là? Donc on repasse cet hiver-là aussi. Et là, je me dis, il faut réussir parce que je sais qu'elle. Et du coup, là, cette nouvelle version de foil, vous en faites quoi? Eh ben non, elle est pas jetée du tout. C'est ça, oui, non, elle est Alors, modifiée. heureusement, Vous allez la elle est modifier. modifiée. Mais quand même, on modifie 2 mètres du bout. Donc une partie, on vient greffer un autre bout, quoi. Donc c'est pas anodin. C'est pas une petite Et puis si opération. on se trompe, je sais très bien qu'avec les foils que le bateau est très stable, très facile, mais qu'il y a on le voit, il y a des phases où ces foils-là sont saturés et sont moins rapides que les foils de nos concurrents qui ont des potentiels à haute vitesse qui sont quand même très forts. Et donc on est un peu emmerdé. Et puis la route du Rhum, voilà, elle arrive. Donc, se pose Et la modif de ces foils qui ne fonctionnent pas, elle arrive quand? Elle arrive très tard. Je les aurais que parce qu'on passe beaucoup de temps à les dessiner. On dessine encore. On avait ce foil-là, il s'appelait K81 et le foil numéro 1, il s'appelait K24. Enfin, la version 1 qu'on avait au départ s'appelait K24. On est arrivé à K81. Donc, il n'y a pas eu entre-temps autant de versions, mais on a eu entre 60 et 89, on a eu 30 versions avant d'arriver 21 avant d'arriver à ce foil-là qui marche pas. Et en plus, après, on en refait 10. On en dessine encore 10 différents. Et que vous testez numériquement, donc? Qu'on teste numériquement. Et avant d'arriver à la version finale. Et une fois qu'on a la version finale, on la modifie encore 3 ou 4 fois pendant l'année. Alors ça, on est dans le détail. Mais on modifie des petites choses, des petites sections. On arrive à modifier pendant l'année. Je crois qu'on le modifie 3 ou 4 fois pour que je trouve le bon ratio qui me plaît bien. Et là, effectivement, Franck travaille beaucoup à l'époque, commence à travailler beaucoup avec Charal, donc il est plus là il est moins là, donc je me retrouvais aussi seul de ce côté-là, et ça me faisait plus peur parce que c'est vraiment l'avoir à ses côtés pour les choix techniques, c'est vraiment un atout. Et du coup, on évolue, on met le bateau à l'eau avec une version. Je suis pas encore content. On navigue. Franck vient des fois avec nous, mais pas beaucoup, donc et moi, je suis pas content, et je crois que la version finale du Rhum, elle va être mise en place même pas un mois avant le Rhum. Ah, on est dans le détail, mais voilà, je suis tellement focalisé sur cette course-là que. Donc c'est une année riche quand même en chantier et puis beaucoup de modifs sur le bateau. On évolue quand même pas mal. Et comment tu vis le fait d'être tout seul au commandant? En plus, je pense qu'il y a, je crois que la scène est filmée, hein, où Franck annonce que il va pas rester jusqu'au bout. Il dit, bon, si vous avez besoin de moi, je serai là. Mais la scène est filmée. Gitana, du point de vue audiovisuel, tout le travail fourni par Yann Rioux sous la direction de Tiffen est assez étonnant parce qu'il y a ces scènes de ces moments de vérité, que ce soit dans le film sur la Brest Atlantique ou cette scène-là qui est filmée, où il annonce à l'équipe qui s'en va, et c'est filmé et vous allez le diffuser. Ça c'est, je veux dire, du point de vue de l'extérieur, c'est assez fascinant. Ouais. Comment tu vis le fait de moi, je suis déçu mais en même temps, je suis pas surpris. Je connais Franck et je sais que s'il navigue pas, c'est quand même son moteur. Il est moins investi. Mais il m'abandonne pas. Hein. J'ai toujours des échanges avec lui. Il vient encore naviguer, mais beaucoup moins souvent. Et il fera quand même le Jules Verne avec nous après les premières tentatives. En tout cas, il sera là. Donc, il est quand même toujours là. Mais son engagement est forcément diminué. Il est occupé par autre chose. Et puis, moi, je suis convaincu que pour être performant, faut être là tous les jours et faut travailler tous les jours et puis le bateau il évolue tout le temps et donc à un moment c'est vrai que facilement sur le bateau je me sens très à l'aise sans lui. Enfin je suis prêt parce que j'ai commencé à avoir ma bonne expérience sur ces bateaux-là et je suis très à l'aise en solitaire. J'ai toujours me suis senti à l'aise sur ces exercices-là. J'ai plus confiance en moi pour la solitaire que pour l'équipage. Et mais par contre, quand on fait les réunions techniques, alors le foil est quand même bien abouti, mais bon, je me rends compte que j'arrive à savoir ce que je veux, et puis l'équipe a beaucoup progressé aussi depuis 3 ans. Je pense que Franck a apporté un gros plus à cette équipe-là, et l'équipe a évolué, a trouvé une méthode de travail, et la méthode, elle est là en fait. Là, il nous a vraiment aidé, je pense, dans cette partie-là. Et moi aussi, avec mon approche, de la Volvo. Je pense que ça a été bénéfique et on est bien structuré, quoi. Donc ça marche. En fait, ça se passe bien. Ouais, puis
presque ta trajectoire naturelle de devenir le patron seul Ouais. à terre et en air, quoi. On sent Bah, c'est vrai qu'on a 2 ans où il va y avoir quasiment que des courses en solitaire, à voilà, part les voilà. records. Donc Franck est là pour les records et les courses en équipage, mais il est plus là à temps plein. Et ça, effectivement, ça manque. C'est une nouvelle. Enfin, il faut se réorganiser et je me retrouve à devoir effectivement faire plus de choix, mais on est tous arrivés à une certaine maturité que ça fonctionne et voilà, une personne, on dépend pas d'une personne. Ça, je veux dire, Ouais, voilà, personne n'est irremplaçable. Et quand exactement. c'est bien structuré, bien organisé, on sait que ça va arriver, on sait qu'on peut perdre des gens du bureau d'études, des gens qui vont ailleurs, des gens qui veulent évoluer, voilà, qui veulent prendre plus de responsabilités dans une autre équipe. Si on leur propose, bah, ils vont y aller. Mais on a quand même une base très solide qui est là depuis très longtemps et qui est à maturité. Bon, puis les résultats, Ouais. les résultats le montrent en fait. Hein. Les résultats donnent de la Faut- confiance aussi dans les choix. ouais. On ose, toi. Souvent, on ose peut-être plus que. Et c'est ça notre point fort, c'est qu'on hésite moins, quoi. Ah, peut-être quand on peut se planter, hein. D'ailleurs, des fois, on a fait des erreurs, mais on le vit bien, quoi. Je veux dire, c'est pas, j'ai vu des équipes où dès qu'il y a un truc qui va pas, il faut qu'il faut un coupable et les gens essayent de se défausser du problème. Bah voilà, il y en a un qui s'est trompé, on cherche pourquoi, on n'est pas en train de pointer du doigt, bah c'est toi qui as fait l'erreur là. Non, on comprend, on sait qu'on peut faire des erreurs, on sait qu'on peut se tromper et c'est ça qui est agréable, c'est que il y a vraiment, ouais, cette confiance mutuelle qu'on a les uns envers les autres et qui est apportée aussi par cette réussite fait que voilà, on est de plus en plus audacieux. Et tu as senti, y compris pour toi-même, cette évolution et cette mutation en patron de l'équipe comme ça. Tu t'es senti Ouais, je suis changer pas. au fil du temps entre le Charles qui débarque et qui est Oui. dans le sillage de Franck jusqu'à l'autonomie et puis Ouais, les résultats, quoi. ouais, l'autonomie, elle est là. Après, il y a toute la grosse partie design, elle est quand même un peu derrière nous sur ce bateau. Bon, on a encore fait des choses sympas l'hiver dernier, dont je peux pas parler. J'espère qu'un jour on pourra en parler, mais pour se maintenir à niveau et pour continuer à faire progresser le bateau, il le fallait. Ouais, mais ouais, c'est facile, c'est fluide parce que oui, je commence à quand même comprendre là où il faut appuyer, là où il faut regarder, et je suis bien entouré et je sais surtout, comme on a l'habitude de travailler ensemble, je sais quand je sais pas, je sais à qui il faut demander, j'ai les réponses, quoi. Et on a toujours le soutien aussi de Guillaume, et quand on le voit pas beaucoup, pas assez à notre goût, mais quand il est là, il analyse tellement vite ce qu'on lui dit qu'il revient toujours avec des solutions rapides et on avance. C'est vrai que cette équipe, c'est pas que le Gitana Team, c'est aussi cette association, cette exclusivité qu'on a avec Guillaume sur les ultimes qui fait que c'est très, très riche, quoi. C'est moi je trouve que c'est un marqueur de la voile moderne aujourd'hui. Hein. C'est le poids que prennent les équipes dans la réussite Ouais, des projets. bien C'est-à-dire sûr. que les skippers peuvent passer, en fait, voir les binômes peuvent évoluer, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui fait le succès d'un marin quand il gagne une course en solitaire, hein, voilà, le poids qu'a dans l'équation de la victoire l'équipe aujourd'hui devient majeur. Ouais, on voit à quel point elles se sont structurées, organisées, à quel point il y a du monde, à quel point il y a des talents, à quel point il y a de la concurrence entre les équipes. Tu parlais des recrutements et il y a Ouais. une concurrence sur le marché du travail hein, qui est surtout que vous êtes tous quand même vous êtes tous Oui, oui, dans un rayon on de est 800 dans mètres quoi. la... Hein. Il suffit s'il y a un poste à pourvoir quelque part, il suffit de Et on outre génère les noms aussi, en d'Anti-Pen Chef, fait, tu peux aussi le cette réussite génère une attractivité. Il y a exactement. beaucoup de gens qui postulent chez nous, qui ont envie de venir travailler avec nous et on a vraiment du choix, quoi. Donc ça, c'est notre force aussi aujourd'hui. Et du coup, notamment, c'est quelque chose qui a maintenant quelques années, mais qui a mis un petit peu de temps à s'installer, c'est qu'il y a un enjeu managérial maintenant dans les équipes. Il faut attirer des talents, il faut être capable de les garder, il faut les faire évoluer, il faut les faire grandir. Il y a beaucoup de Ouais, renouvellement, il y a beaucoup de... Et ça, au départ, il y a encore quelques années, il y avait un skipper, et maintenant, il y a systématiquement un team manager, un skipper, un patron de bureau après, d'études. Tout ça se structure, quoi. Hein. ça a été la particularité du Gitana Team au début. C'était très, très vite. Il a voulu s'inspirer des équipes de Formule 1 à Benjamin et on s'est structuré comme ça. Et d'abord, c'est super pour un skipper parce que finalement, de porter tout un projet, c'est beaucoup d'emmerdes qui sont extra sportifs. Et moi, j'ai que à me consacrer aux sportifs. Et Cyril, il fait tout pour que moi, je sois dans le confort, mais pas que moi. L'équipe, les techniques, les bureaux d'études. Et ça, c'est une réussite quand même. Voilà, il a vraiment organisé son équipe et il a fait confiance aussi très tôt à des jeunes
C'est le premier à signer, à faire embaucher Antoine Coche en patron du bureau d'études. On n'était pas du tout convaincu au début. On savait, connaissait le talent du garçon, mais il n'avait pas cette expérience. Et là, aujourd'hui, c'est Sébastien Sanson, c'est un pur produit Gitana. Il a commencé, et c'était presque son premier boulot. Et aujourd'hui, il est chef. Et cette continuité, c'est une force qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres. Tu vois, chez Merconcept, Antoine Gauthier, toute la bande qui tourne autour de lui, c'est les mêmes. Et c'est leur force aussi. Hein, et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est une des réussites. Et effectivement. Il faut faire attention parce que c'est cette force-là, hein, des gens talentueux, il y en a plein partout, mais d'arriver à les faire tous travailler ensemble, de créer une confiance et une dynamique, c'est pas simple. Et c'est vrai que là, c'est une des raisons du succès, je pense. Alors, du coup, 2022, Route du Rhum, victoire. Ouais, ça Donc, c'est. je vais pas dire qu'elle était programmée, mais pour toi, c'est un moment particulier parce que je voulais quand même y venir à un moment ou l'autre dans ce deuxième épisode, c'est que t'as une carrière incroyable et tu gagnes la Volvo. Je pense que beaucoup de passionnés de voile doivent se souvenir d'où ils étaient quand vous avez gagné l'étape de la Haye sur Dongfeng. Moi, j'étais à la maternité, tu vois, Ouais. je m'en souviens très bien. Et je pense que c'était un moment incroyable, mais qui a peu marqué le grand public. Et toi, en fait, tu marques ta notoriété auprès du grand public éclos sur le tard, à 48 ans. Donc, t'as une carrière longue, très très riche, très très dense, mais qui dont le climax ou le haut de la carrière, si je puis dire, en termes de notoriété et d'exposition au grand public, arrive très très tard. Et la Route du Rhum, elle incarne vraiment parfaitement ça. Comment tu vis, toi, cette course-là? Et puis, est-ce que les choses changent un peu pour toi à l'issue de cette victoire dans la Route du Rhum? Ouais, bah je le vis très bien. Mais d'abord, je suis tellement heureux d'être au départ. Moi, c'est la course C'est ta première, hein? que je voulais faire et c'est ma première. C'est ta première Route du Rhum, voilà. À 48 ans, c'est ta Ouais. première Route du Rhum. Alors j'ai attendu longtemps, mais par contre, je pense que je suis la chance d'être dans les conditions les plus optimum, c'est-à-dire que j'ai le bateau quand même référence, j'ai une équipe, voilà, on a ce succès derrière nous. Et du coup, t'as la pression? Ben, je suis super bien. Moi. C'est depuis c'est toutes les courses en solitaire. J'ai un peu de stress à des moments, mais quand même, je pars au Rhum avec juste cette peur de gagner, quoi, peut-être, parce que je sens que, bah, d'abord, il y a eu des courses d'avant-saison en solitaire où j'ai vraiment senti que j'étais très à l'aise par rapport aux autres. Alors, même si à l'époque, il n'y a pas François, parce qu'il y a ce litige entre la classe et François, donc on ne sait pas trop où le situer, mais et on sait que c'est un redoutable solitaire, ça, j'en suis convaincu. Mais voilà, je me compare avec Armel, Thomas, et je vois que ça se passe bien en solitaire, que j'ai un cran plus d'avance que presque qu'en équipage. Et donc je suis très confiant. Je sais que le bateau il est hyper fiable. Je sais qu'il est facile aussi, parce que c'est un paramètre dont on parle pas. On parle que de la performance. Et ce qu'on commence à voir en IMOCA, je pense que Gitana 17 est un bateau qui est très intelligent dans le sens où, en plus d'être performant, il est marin, il passe bien, il est facile, et je pense qu'il y a des bateaux beaucoup plus durs à mener que Gitana 17, j'en suis sûr. Donc ouais. Pas de pression et t'es en confiance au départ. Bah, je suis super bien, je suis tellement heureux d'être là déjà. Et j'ai une forme de, parce que c'est pas mon style, hein, d'être en surconfiance. Je suis toujours dans le doute, mais j'ai une forme de certitude que la course, je vais la gagner. Et puis je me dis, je le sais, donc je me dis attention, je me prépare aussi. Un détail qui est quand même à son poids, c'est que je sais que j'ai tout pour réussir et que le maillon faible, ça peut être que moi. Le bateau, je suis convaincu que c'est le meilleur pour le solitaire, que j'ai celui qui a le plus de connaissances de ces bateaux-là. Maintenant, je suis le mec qui a le plus de 1000 sur ces bateaux-là. Hein. L'équipe, je sais qu'elle est super forte. Mon équipe de routeurs, j'ai Erwan, dont j'ai une confiance absolue, auquel se vient se joindre Franck et Stannonnet, qui est un peu une légende du monde anglo-saxon. Donc des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, parce que Franck avait travaillé avec Stan il y a longtemps. Et quand Franck dit il est top, c'est que vraiment il est top. Et du coup voilà, j'ai tout et je me dis mais attends, mais tu vois, le problème c'est que c'est un peu les Jeux Olympiques, donc c'est tes Jeux Olympiques. Si tu peux, faut pas craquer mentalement, quoi. Et du coup, je me reprépare. Je rappelle Gilles Monnier, qui a été la personne qui m'avait préparé mentalement et qui m'avait aidé à gagner le Figaro. J'avais vraiment un blocage sur certains points en Figaro. Et il m'avait complètement débloqué. Et je gagne. Et comme un idiot, j'ai arrêté de travailler avec lui après avoir gagné le Figaro. Alors j'aurais dû continuer.
Et il me rappelle, il est trop content que je l'appelle et on refait un travail ensemble. Et je dis, bah écoute, je sens que j'ai tout pour gagner, mais tu me connais bien et tu connais mes points faibles et mes points forts. Et voilà, mes points faibles, ils ont pas évolué, voire ils ont empiré à certains égards. Il faut que tu m'aides voilà, parce que je sais que voilà le maillon faible, ça peut être que moi. Et donc on fait Et un c'est quoi gros tes points travail. faibles, du coup, que tu as Bah, identifié? c'est toujours de regarder un peu trop les autres, quoi. D'avoir du mal à faire des choix aussi. Des fois, j'ai du mal à choisir. Pascal Guidori t'en parlera mieux que moi, et Franck aussi peut-être. Et du coup, et voilà, et je me dis là, je vais être tout seul, il faudra que je fasse mes choix tout seul, et j'aurai personne. Et voilà. Mais il se trouve quand même en solitaire, je suis plus à l'aise. Souvent, je me mets plus de pression quand j'ai du monde à bord, parce que le regard des autres me gêne plus que voilà. Et donc on travaille tout ça ensemble. Et puis voilà, des fois, je peux aussi trop pousser, trop donner et m'épuiser. Je sais qu'en solitaire, ça m'est arrivé d'aller trop loin, quoi. Donc toutes ces choses-là, il faut que je les prépare. Et Gilles fait un travail remarquable. On se voit pas beaucoup, mais il me parle. Voilà, il m'a toujours parlé et ça se passe très bien. Et puis il comprend mon sport, donc ça se passe aussi très bien. J'avais fait des essais avec d'autres personnes, mais ça n'a jamais collé. Hein. Ça m'a jamais. Et avec Gilles, c'est fluide et il fait un bon travail. Donc et physiquement, je me prépare aussi extrêmement bien parce que je sais que voilà, ça va être un sprint et que le physique va être essentiel. Je travaille le sommeil, je travaille tout la nutrition. Voilà, je travaille avec le professeur Duforez, je fais des enregistrements, on essaye de progresser. Je travaille sur l'ergonomie, un lit, je fais un matelas énorme pour bien dormir, pour bien être calé. Et voilà, on fait un siège de veille incroyable. Mais Tu vas débarquer. que je vais jamais utiliser. Je pense que c'est le truc, le siège le plus cher du monde. Même tu veux aller chez Roche-Beaubois, je pense que t'en trouves pas un à ce prix-là. On en rigole encore et je l'ai utilisé, je pense 2 fois, 10 minutes peut-être. Et en fait, voilà. Donc ouais. Mais ça, c'était une erreur. Mais voilà. Donc je prépare tout ça et quand je prends le départ, je suis bien, quoi. Le décalage aussi le retard m'a fait du bien. Parce qu'en fait, ce qui me pèse le plus sur le départ, c'est toute la pression médiatique, ces sollicitations, les gens qui passent. J'avais du mal à me mettre dans ma bulle. Ça me déconcentre. Et là, le fait de partir un mercredi avec moins de public, c'est cool. On n'a pas vraiment l'impression d'être départ du Rhum quelque part, parce qu'il n'y a pas le même engouement. C'est le public qui te fait souvent rendre compte de la valeur de ce que tu fais ou de l'événement. Et du coup, Puis au Rhum, voilà. il y a tellement de monde. Enfin, t'as une forme d'oppression physique presque. Hein, Ouais, c'est ça. C'est oppressant et moi, ça m'oppresse en fait, hein, clairement. J'aime pas. Donc, je suis très cool jusqu'à 3 jours du départ, mais les 3 derniers jours, j'ai plus envie de voir personne et malheureusement, c'est là où tout le monde a envie de te voir. Donc, c'est compliqué. Voilà. Mais du coup, voilà, ça part et ça part tout de suite très bien, presque trop vite, voire trop vite pour certains qui sont convaincus que je suis parti toujours trop vite. Mais on arrive à. Là, tu fais allusion au fait qu'on pense que t'as volé le départ et en fait t'as pas volé le départ et t'as tous les enregistrements. Thomas est convaincu que j'ai volé le départ. Voilà, voilà. Il a peut-être raison, mais le jury a Bon, il y a, décidé y a- autrement. y a un film qui raconte ça à l'intérieur, hein, Ouais, qu'on a ouais, diffusé sur le Sailors Film Festival, qui s'appelle Gitana, une victoire d'équipe de mémoire, hein, je crois, ouais. hein, et qui raconte bien tout ça. Et t'as les captures d'écran où tu montres que t'es pile poil. L'équipe à terre fait le travail pour bien montrer qu'il n'y a pas eu de départ volé et tout. Et donc du coup le comité de course revient sur sa décision et il n'y a pas de pénalité. Ouais, exactement. Et du coup, bah voilà, je pars devant et puis je suis meilleur quand je suis devant. Ouais. Et là, je me sens bien et puis ça, le bateau va bien. Mais après, quand même, une belle lutte avec François, quoi. Voilà. Et puis, bah ça, la fiabilité. Donc c'est là où on dit que c'est pour ça une victoire d'équipe. Hein, c'est que je pense que c'est pas pour dire du mal de l'équipe mais voilà, c'est un bateau plus jeune et SVR, hein, t'as un bateau plus jeune, SVR est un ouais. bateau plus jeune et il a des soucis et à un moment et il décroche, quoi. Est-ce il aurait pu me doubler après, j'en sais rien. J'ai un peu d'avance à ce moment-là, mais elle est toute petite. Je vais presque croiser avec lui. Je vais le voir sans doute. Et puis là, il a un souci technique. Mais ça reste un grand moment, hein, une belle lutte avec des choix de route un peu différents et ce qui se passe, ce que j'avais prévu, c'est qu'on pousse les bateaux très fort, quoi. Ouais. Là, à C'était partir du plus intense que moment, tu ne le pensais. non, c'était comme j'avais imaginé. Je savais que si François allait être compétitif, je savais le rythme. Enfin, il est réputé pour ça, hein, mettre beaucoup d'intensité. Son tour du monde, je veux dire, son record, il aurait pu faire un jour de moins. Ça aurait été quand même un exploit.
il a été à fond, quoi. Ouais. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est quand même impressionnant. Donc, Tu pour parles faire de son son record, record, de solitaire, 2017, hein, Ouais. les 42 jours. Hein. Quand tu suis le truc, tu te dis mais pourquoi il va aussi vite? Il a le record facile. Non, je pense que c'est sa façon de naviguer. Il est à l'attaque, il a pas peur, il est à l'aise et il met beaucoup d'intensité. Et ça, effectivement, on se recroise, ça a été une belle lutte. Est-ce que justement l'intensité de la lutte sportive permet aussi d'aplanir un peu le conflit que tu as rapidement évoqué tout à l'heure qu'il y a eu entre l'équipe SVR et le reste de la classe qui considérait que le bateau n'était pas à la jauge, qui était assez loin, hein. Ça avait quand même. Ouais, bon, C'était allé on jusqu'en change de justice, mode. quoi. Ouais. Honnêtement, on a tous souffert de cette période-là et finalement, quand il est là sur la ligne de départ, bon, c'est derrière nous. Je pense qu'il y a eu tellement de choses mal interprétées, mal comprises par le public. Voilà, c'est normal de se battre sur les détails techniques. C'était pas un point notamment anodin en termes de performance. Voilà, sa plateforme en termes d'aéro est extrêmement aboutie. Et du coup, voilà. Donc, on va pas revenir sur le truc, mais non, effectivement, ma question c'est plutôt ça change la donne. De se battre dans le pré. Oui, c'est ce qu'on aime faire. Voilà. C'est ça qu'on aime. Et je pense que ça nettoie lui un peu a tout dû ça. un très moment souffert parce que il a un peu tout le monde contre lui et nous. Voilà, le regard, les critiques, la méchanceté de certaines personnes sur les réseaux. Mais enfin, c'est pas les plus malins qui s'expriment souvent sur les réseaux. On le sait. Mais je regarde pas beaucoup, mais c'est toujours blessant de voir alors que nous, on veut juste que l'équité sportive, pour nous, soit respectée. On n'a pas le même point de vue. Ça fait pas de nous des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. Et là, du coup, l'intensité, ma question, c'est vraiment, est-ce que l'intensité de la bagarre et le fait que ce soit d'ailleurs avec lui, je pense qu'effectivement, ça permet de nettoyer tout ça, quoi. Okay. Effectivement, oui. Et puis, il y a quand même, par contre, je pense, de son côté comme de notre côté, une pression supplémentaire due à ça. Ouais. Je pense que lui a vraiment, c'est normal, envie de revanche et de montrer que, voilà, sur l'eau. Et nous, on n'a pas envie qu'il gagne parce que voilà. Et vous voulez le battre à la régulière, quoi. Ouais, on veut le battre à la régulière. Et là, maintenant, on peut plus dire voilà. Et ça se passe comme ça. Et puis à l'arrivée, ça se passe bien. Et c'est vrai que moi, à un moment, on m'avait posé la question s'il gagne, est-ce que je l'aurais pas forcément bien vécu parce que j'avais toujours ce sentiment que voilà, j'étais pas d'accord avec ce qu'ils avaient fait. Et même si je trouvais ça très intelligent. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils avaient fait et du coup je trouvais que ça leur apportait un gros avantage. Donc voilà. Voilà, et puis derrière, et puis les comptes se sont réglés sur l'eau. Voilà. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. L'arrivée de la Route du Rhum, elle est aussi particulière parce qu'il y a la disparition de deux membres de l'équipe d'organisation de ces sports. Alex et François, et juste au moment où tu arrives, hein, c'est vraiment un drame qu'on a tous vécu de près ou de loin. Est-ce que tu arrives quand même à en profiter un petit peu? Est-ce que je sais que vous avez vous y êtes allé mollo sur les célébrations un peu aussi à cause de ça, mais du coup comment tu vis cette période de victoire et puis les jours qui suivent? Est-ce que ça te fait changer de statut un petit peu? Comment tu vis toute cette période, cet aboutissement? Non, alors avant de savoir qu'il y a eu un drame, j'ai toute l'arrivée quand même qui est magnifique de nuit. Donc et c'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi, cette arrivée. J'en ai vécu tellement. Le départ et l'arrivée, c'est deux moments qui m'ont donné envie de faire de la course. Et donc je le vis super bien. Voilà, c'est un moment d'émotion fort. Je viens de perdre en plus ma maman, donc forcément on a une pensée pour ça. Force l'émotion puisqu'elle aurait été heureuse d'être là. Mon père est tout seul et c'est la première fois qu'il vient tout seul à une arrivée en fait. Donc il y a plein de choses qui font que c'est une grande émotion et puis j'arrive au ponton, je fais mes premières interviews et puis ouais après je monte sur le podium. Là il y a Hervé Faf qui vient et il fait un discours un peu dramatique et je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive quoi? Ouais, t'as pas l'info toi? J'ai pas l'info. Ça vient juste d'arriver. Alors forcément ça tue tout. Après on annule tous les directs. Et en plus, c'était quelqu'un que je connaissais très peu, mais que j'avais croisé même la première fois dont je me souviens vraiment de lui, je l'avais croisé au départ et je me dis, il est vraiment marrant ce type. Il était pieds nus et ça m'avait fait marrer. Et mon petit frère m'avait dit, il est tout le temps pieds nus, tu connais pas? J'ai dit, non, je savais pas. Et voilà. Donc, tu parles d'Alex Picot, hein? D'Alex Picot, qui est l'autre, je pense. C'est François Navel. Voilà, François, je l'avais sans doute croisé comme ça, mais pas sans savoir vraiment qui c'était. Et voilà, donc évidemment, on est tous abasourdis par
par ce truc-là et on sait pas comment réagir. Ouais. C'est pas Parce qu'on sur a quel des pied danser. sollicitations, mais en même temps, on est heureux d'avoir gagné la course. Il y a quand même une euphorie, il y a toute la famille. Et en même temps, il y a ce drame. Donc ça tue un peu, la fête, quoi. Et voilà, on fait effectivement un truc très sobre. Mais ouais, c'était vraiment terrible. Est-ce que dans le regard de tes pairs peut-être et dans le regard du public aussi, tu changes un petit peu de statut? Bah, je découvre elle fait du bruit quand même. Pendant une semaine sur la route du Rhum, je découvre la notoriété parce que là-bas sur l'île, quand tu as gagné la route du Rhum, tout le monde te reconnaît, quoi. C'est impressionnant. Donc je pense que c'est la notoriété. Je la vivrai jamais aussi fortement que à l'arrivée de cette course où partout où je vais, on va faire de la planche, de la wing, du surf avec mes enfants et ma famille. Et il y a toujours quelqu'un qui c'est le vainqueur. Donc c'est assez sympa au début. Puis finalement, après, assez rapidement, tu te rends compte comme ça peut être pesant et comme certaines personnes doivent vivre une enfer, comme certains joueurs de foot, ils peuvent plus se déplacer. Parce qu'il y a des moments où tu as envie d'être tranquille. Et puis tu t'ennuies même de toi-même, des réponses, parce qu'on te pose toujours les mêmes questions. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de... Mais je me rends compte effectivement qu'il y a un changement dans ça et dans le regard aussi de certaines personnes dans le milieu, notamment parce que c'est quand même une course de légende et quand tu la gagnes, c'est pas anodin. Donc effectivement, même si dans le milieu, je pense que la victoire de la Volvo, elle a toujours pesé beaucoup aussi, oui. Hein, mais je pense qu'effectivement, à cause de, avec le drame, il y a quand même beaucoup de médiatisation qui a été tuée aussi. Donc finalement, je trouve qu'il y a eu plus d'impact, on en parlera peut-être après, de ce Tour du Monde, beaucoup plus que sur la route du Rhum, parce qu'il y a eu cette histoire, que ça a tué. On n'a pas fait du tout de plein de choses parce qu'on a annulé énormément de choses parce qu'on se sentait pas face au drame de cette famille, de ces deux familles, de faire, de parler de ça, quoi. C'était pas le thème de la... C'est sûr. Donc ça passe au-dessus, quoi. Ça reste un sport et là on vit un drame. Voilà, on va laisser Charles Caudrelier digérer cette victoire dans la route du Rhum et vous allez voir dans la seconde partie de ce 96e épisode d'Into the Wind qu'il ne va guère avoir le temps de reprendre des forces puisque l'objectif, à peine le ciré séché, est de préparer dans les jours qui suivent son retour le trophée Jules Verne. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme plus de 12 000 voileux à la newsletter de Tip & Shaft publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.